La porte s'ouvre bruyamment, et André apparaît sur le seuil de la chambre conjugale, visiblement contrarié de ne pas avoir trouvé sa femme au lit. Anaïs, qu'est-ce que tu fais debout si tôt? C'est dimanche. Allez, retourne dans ton lit bien chaud. J'ai fait de mon mieux pour satisfaire ma femme préférée aujourd'hui. Tu n'auras qu'à prendre ton petit déjeuner dans ton lit aujourd'hui. Anaïs ne veut pas que son mari la supplie. Alors elle se réfugie sous la couette et André commence à s'occuper de sa femme. Bien que mes talents culinaires soient plutôt modestes, je pense que tu aimeras les toasts croustillants à la pâte de chocolat. L'homme disposa habilement les assiettes miniatures sur la table de nuit. Anaïs se mit à dévorer les tartines caloriques avec appétit, en les arrosant d'un café bien serré. Cher mari, vous êtes un génie. Ce petit déjeuner au lit est quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais il y a une chose qui me chiffonne. Pourquoi es-tu si gentil aujourd'hui? André fait une grimace de peur. Je veux juste te faire baisser ta garde pour que je puisse te prendre pour la journée après le petit déjeuner, que j'ai préparé moi-même aujourd'hui. La femme, imitant son mari, fit elle aussi une grimace amusée. J'espère que la cible ne menacera pas ma vie. Car je suis encore si jeune et si belle. J'ai donc encore beaucoup de choses passionnantes devant moi. Anaïs pose la tasse vide sur le plateau de porcelaine. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est le but dans lequel vous voulez m'emmener pour la journée. Partagez les détails. Ne vous attardez pas. Non, je suis un monstre et je vous ferai souffrir. L'homme ramasse le plateau et se dirige vers la porte. D'un ton déjà normal, il dit, nous devons discuter d'un sujet très important. Mais nous ne voulons pas le faire à la hâte. J'ai donc fait un petit tour et j'ai organisé en secret une sortie avec toi et Célestine. Vous voulez dire un week-end? Eh bien, oui, j'aimerais bien. Bon, vous avez un peu plus d'une heure. J'ai déjà préparé un panier de provisions. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre en ordre avec notre petite princesse. Une voiture viendra nous chercher à 9 heures précises. André s'inclina élégamment et sortit de la chambre. Anaïs s'étira doucement une fois de plus pour prolonger le plaisir de ce dimanche matin. Elle fit rapidement le lit et se dirigea vers la chambre d'enfant pour réveiller sa fille. Mais la petite fille était assise sur la petite chaise haute en train d'enfiler ses collants. « Maman, je vais le faire moi-même. » Est-ce que je le fais? Bien que le vêtement soit inversé. Anaïs félicite la petite fille. Anaïs félicite la petite fille. Tu es géniale. Tu te débrouilles très bien. Mais est-ce que je peux t'aider un peu? Tu peux. Par mimétisme avec les adultes, la petite fille exprime son projet pour la journée à venir. Célestine va manger maintenant, et ensuite elle ira se promener. La mère serre sa fille dans ses bras, et l'embrasse doucement sur le sommet du crâne. Mon bonheur. Nous allons nous promener ensemble avec papa, et nous ferons même un petit tour en voiture. La petite fille se dégagea de l'étreinte de sa mère, et sauta joyeusement comme un lapin. Maman? Où allons-nous? Chez papy et mamie? Non, Célestine. Papa a décidé de nous montrer la forêt magique. Les yeux bleus de la petite fille s'agrandissent de surprise. Oh, il va y avoir une princesse et une méchante reine? Non, la méchante reine a déjà été chassée par papa. Et la bonne fée et les gnomes vous attendent déjà. Il faut donc se préparer très vite pour ne pas être en retard à la réunion. Du haut de ses 3 ans et demi, Célestine est une enfant très développée. Elle mémorise rapidement non seulement des comptines mais aussi d'autres informations. Mais la principale passion de la fillette est le dessin. Elle passe tout son temps libre à dessiner ses fantaisies sur le papier. Elle a également pris connaissance de la nouvelle du prochain voyage de manière professionnelle. Dans son petit sac à dos, la jeune fille fourre son carnet de croquis et ses feutres. « Maman, je peux? Je vais dessiner du soleil et des fleurs. » « Bien sûr, ma chérie, tu peux. Mais ne prends pas trop de choses avec toi. Sinon papa va se fâcher. » La fillette s'apprêtait à ajouter 2 de ses poupées préférées à sa trousse de voyage. Mais après l'avertissement de sa mère, elle mit ses amis de côté en soupirant. La petite fille savait déjà, à un si jeune âge, qu'il valait mieux ne pas fâcher son papa. Anaïs et son mari ont essayé d'élever leur fille, non pas de manière stricte, mais en répondant modérément à ses petits caprices. Les grands-parents s'y sont fortement opposés, et ont même essayé de satisfaire secrètement les caprices de leur petite fille. Les parents répriment immédiatement ces tentatives, ce dont s'offusquent les représentants de l'ancienne génération.
La petite Célestine a très tôt appris à utiliser les contradictions des deux générations en leur faveur, si bien que des disputes éclatent souvent sur la base de désaccords en matière d'éducation. Elles ne se sont pas encore transformées en conflits sérieux, mais les jeunes parents ne doutent pas qu'une telle tournure est tout à fait possible dans un avenir proche. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, Anaïs demande à son mari. J'espère que tu ne l'as pas dit à ton mari. J'espère que tu n'as pas dit à tes parents que tu allais nous emmener à la campagne. Si j'avais dévoilé mon projet, il serait arrivé en force à 5 heures du matin. Ma mère est contre les promenades en forêt parce que c'est plein de parasites et que c'est dangereux pour un enfant. Anaïs soupire en signe de solidarité avec son conjoint. La mienne aussi pense qu'il suffit de s'asseoir sur un banc à l'extérieur de la maison. Même les aires de jeu, elle les trouve dangereuses. Certes, je ne sais pas comment nous pourrons préserver Célestine de la mauvaise influence de nos grands-parents. Ils ne manqueront pas de la gâter. Cela n'arrivera pas, car je connais un moyen efficace de régler ce problème. La jeune femme laissa seule son sac, qui ne voulait pas se fermer. Elle s'amuse à attraper son mari par les pectoraux. André, tu vas arrêter de parler par énigme? Mon cerveau risque d'éclater sous l'effet de la tension. Admets-le. Qu'est-ce que tu prépares? L'homme lui-même s'impatiente. Et il dit d'un ton solennel, nous allons bientôt voyager en famille dans un autre pays. Il y a quelques mois, on m'a fait une proposition alléchante et le sourire disparaît instantanément du visage d'Anaïs. Et tu me racontes ça maintenant? Tu n'as pas pensé au fait que j'ai aussi des projets? Anaïs, quels sont tes projets? Tu n'as commencé à travailler qu'il y a 6 mois, après un congé de maternité. Et puis, quelles sont les perspectives d'avenir pour une jeune chercheuse? Les perspectives sont bonnes, André. Tu n'es pas le seul à être né avec une auréole au-dessus de la tête. D'autres ont aussi des capacités. J'ai été nommé à la tête d'un groupe de recherche. Nous menons en ce moment une série d'expériences dont les résultats pourraient constituer une percée. L'homme sourit. Chérie, je comprends ton élan. Mais toutes les découvertes importantes en science ont été faites il y a longtemps. Pas toutes. Et pourquoi me parlez-vous sur un ton aussi désobligeant? Je pourrais m'en offusquer. Je suis désolée, ma chère. Je ne t'ai pas parlé tout de suite de l'affectation possible au personnel d'outre-mer parce qu'il y avait trop de candidats pour ce seul poste vacant. Anaïs, toujours sur le ton de la rancœur, a demandé. C'est votre candidature qui a été approuvée? C'est votre candidature qui a été approuvée? Exactement la mienne. Vous savez, je ne m'y attendais pas. Le chef a dit qu'il fallait laisser la place aux jeunes. D'ailleurs, il n'a pas oublié de vous mentionner. Il a dit que pour une jeune famille comme la nôtre, ce voyage serait une bonne occasion de faire avancer sa carrière. Votre chef a raison, mais mon travail est centré ici. André, on m'a confié la direction du groupe. Et voilà qu'au tout début de l'étude, je vais soudain craquer. Je ne veux pas gâcher votre humeur. Mais je suis sûre que votre laboratoire continuera sans vous. Et il y aura quelqu'un de digne pour diriger le groupe. Si je comprends bien, vous me donnez le choix. Le travail ou la famille? Non. Je ne passerai jamais au langage des ultimatums. Si vos recherches sont plus importantes pour vous, vous pouvez rester. Mais tu dois comprendre que l'existence de notre famille sera alors menacée. Personnellement, je ne veux pas te perdre. Anaïs réfléchit un instant. Puis promit à voix basse, André, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Malheureusement, il n'y a guère de temps, car tu dois déjà préparer la paperasse. Une semaine de réflexion te suffira-t-elle? Anaïs n'eut pas le temps de répondre car la sonnette retentit avec insistance. André lance un regard expressif à sa femme. C'est le chauffeur, nous avons parlé. Je me demande où est notre Célestine. Célestine, viens vite ici. Il y a une belle voiture qui nous attend. La petite fille regarde hors de la cuisine. Il s'est avéré qu'elle n'était pas loin pendant la dispute de ses parents. La petite fille traînait par terre son sac à dos élégant d'où dépassait un album. Le chef de famille jette un coup d'œil à sa femme. Je vois que Célestine et toi vivez selon le principe. Je porte tout ce qui m'appartient. Je t'ai dit de ne rien apporter en plus. Un carnet de croquis et des feutres. Est-ce un fardeau impossible à porter? Laissons l'enfant s'épanouir. Le dessin est son passe-temps favori. Nous ne pouvons pas la priver de ce petit plaisir. L'homme ne répondit rien.
Il prit les sacs et le panier, et descendit précipitamment. Les autres passagers sont déjà assis dans la voiture, la famille Edgar, les collègues d'André. Anaïs a sympathisé avec la femme d'Edgar, et les femmes ont bavardé tout au long de la route de petites choses agréables. La mode, le temps et une nouvelle façon de faire de la confiture rapidement. Le dimanche après-midi passe vite. Les adultes pique-niquent au grand air, tandis que la petite Célestine peint. Les parents essaient de ne pas intervenir dans le processus créatif. Une seule fois, André demande à sa fille, « Célestine, qu'est-ce que tu as là-haut ?» Le visage de la jeune artiste est lui aussi peint comme celui d'un Indien. La petite fille commence à expliquer patiemment à son père, « Ça, papa, c'est la fée. Et voici sa petite fille. Tu vois la belle maison qu'elles ont? Et voici le soleil. » André est surpris, « Tu as fait un très grand soleil. Ça ne marche pas comme ça. » Si. Il est grand pour que la fée ne gèle pas. Anaïs intervient dans le conflit créatif. « Vous n'êtes pas d'accord sur quoi ?» La fillette montre son dessin à sa mère. « Papa a dit que le soleil n'existait pas ?» s'exclame la petite fille, prête à pleurer. La femme lance un regard expressif à son mari. « Il fallait que tu fasses pleurer cet enfant. Laissez-la dessiner comme elle l'entend. » Anaïs prend la petite fille dans ses bras. « Ma fille, tu as fait un beau soleil. » Et papa ne faisait que plaisanter. André fait une remarque ironique. « Voilà, je suis en disgrâce parce que j'ai essayé d'expliquer les bonnes choses à une enfant. » Anaïs jette à son mari un regard sérieux. « André, l'enfant n'a que 3 ans et demi. Elle a son propre monde, et les fées vivent dans ce monde. Et le soleil est énorme. Les petits-enfants n'ont pas besoin de réalisme. Il faut leur permettre de rester un peu plus longtemps dans le conte de fées. Et tu me parlais ce matin de la mauvaise influence des grands-mères. Anaïs, tu gâtes toi-même notre fille. Il faut planter les bonnes idées dans l'esprit d'un enfant dès son plus jeune âge. » La discussion s'envenime et Edgar et sa femme observent la scène familiale avec consternation. Anaïs s'en aperçut et demanda d'un ton conciliant, « André, arrêtons cette dispute. Nous pourrons en discuter à la maison. » L'homme ne répondit pas, mais commença à ranger ses affaires rapidement. Le silence règne pendant tout le trajet jusqu'à la voiture. Même la femme d'Edgar, très bavarde, se tait dans un coin. Le reste de la soirée se passa séparément. Après le dîner, André s'installa devant la télévision, tandis qu'Anaïs s'occupait de leur fille. La femme ne put dormir longtemps car son esprit était rempli de pensées désagréables. Avant de s'endormir, elle se dit que la chose la plus fragile au monde est le mariage. Il suffit d'un mot imprudent ou d'une mauvaise action pour que l'édifice s'écroule. Le lundi matin, Anaïs se réveille avec le sentiment désagréable d'une insatisfaction inexplicable. Son mari étant encore endormi, elle se rend à la cuisine. Les images de la fête d'hier soir lui reviennent à l'esprit, et elle marmonne à voix basse. Cela n'a aucun sens. Nous nous sommes disputés pour un dessin d'enfant. André entre dans la cuisine. Je n'ai pas beaucoup dormi aujourd'hui. Toi et moi, nous nous sommes disputés hier soir pour un rien. Anaïs, je suis désolée. Je crois que j'ai eu tort. La femme apprécie le geste noble de son mari, qui est le premier à faire un pas vers la réconciliation. J'ai eu tort moi aussi. Mais je crois que ce n'est pas le dessin de Célestine qui est en cause, mais quelque chose d'autre. Je me demande quoi? Dans le fait que tu aies accepté un voyage d'affaires dans un autre pays sans mon accord. Non, je n'ai pas l'intention d'envenimer le sujet maintenant, mais à l'avenir, je vous demanderai de ne pas prendre de décisions aussi graves sans moi. Elle s'est approchée de lui et l'a regardé dans les yeux. André, je veux vraiment que vous respectiez et preniez en compte mes intérêts. Je ne suis peut-être qu'une jeune chercheuse, mais j'adore mon travail. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de la recherche. Je veux réussir à l'avenir, je vous ai entendu, et je ne vous mettrai pas la pression. C'est à toi de décider si tu veux venir avec moi ou rester. Anaïs se blottit contre l'épaule de son conjoint, et le regarde à nouveau dans les yeux. Je vois que tu t'es offusqué de moi. Non. La femme se réjouit un peu. André, il y a une histoire drôle que je voulais te raconter hier. Mais j'ai oublié. L'humeur de l'homme s'est améliorée. La femme décide alors de consolider ce résultat. Tu te souviens que je t'ai dit qu'un type était venu travailler dans notre laboratoire? André fronce le nez. Je crois me souvenir que ce stagiaire a fait quoi? Stupidité.
Je ne sais pas quel institut forme de tels spécialistes. Il ne connaît pas les choses élémentaires. Mais il prétend que personne au monde n'est plus intelligent que lui. Pendant longtemps, tout le laboratoire s'est demandé comment ce garçon pouvait avoir une telle confiance en lui. Et puis, l'autre jour, il s'est avéré que Maël se comportait de manière aussi effrontée parce que son papa travaille au ministère. Je suis surpris. Cela arrive tout le temps. Vous savez ce qui se passe dans notre bureau? Ils essaient de faire entrer les fils et les filles des gens puissants. Je veux bien qu'ils aient un peu de talent. Mais la plupart du temps, ils n'en ont pas. André, votre place était-elle censée revenir à un fils de ministre? Oui. C'est pour cela que je ne vous l'ai pas dit. Mais il semble qu'il y ait eu un problème avec la nomination, et qu'ils aient décidé de me remplacer. On m'a dit vendredi que j'y allais. L'homme regarde sa femme d'un air coupable. Mais dans ses yeux, la femme voit un vrai regret. Et elle a de la peine pour son mari. André, je vais y réfléchir. Je te dirai ma décision dans quelques jours. Mais il est fort probable qu'elle soit positive. Tu as raison de dire que la chose la plus importante pour tout le monde, c'est la famille. André s'est mis à sourire et à attirer sa femme à lui. André se fendit d'un sourire et attira sa femme à lui. Merci. Il jette un coup d'œil à sa montre. Anaïs. Catastrophe. Je dois être au ministère à 8h30 avec les papiers. Ils vont valider ma candidature. Puis je dois courir à l'ambassade. Il faudra donc déposer Célestine à la crèche. Courir. Et j'ai encore du temps devant moi. Mais Anaïs s'est trompée de temps. À l'école maternelle, elle doit rester un peu plus longtemps. La maîtresse a réuni les parents pour leur annoncer les prochaines vacances. Chère maman, cher papa, je vais essayer de ne pas abuser de votre temps précieux. Permettez-moi de vous dire en quelques mots que la semaine prochaine, nous aurons un bal d'automne. Nous vous demandons donc de préparer un costume et une courte présentation pour votre enfant. Vous vous rendez compte que tout doit correspondre au thème. Mais il est préférable de choisir des formes simples. Par exemple, des feuilles, des légumes, des bas. Les images doivent être compréhensibles pour les enfants. Un père responsable a fait une remarque à la personne qui s'occupe de l'enfant. Ne serait-il pas plus facile pour vous de répartir les rôles? Sinon, tout le monde voudra devenir une pastèque ou une pomme. Les vacances seront alors monotones. L'enseignant a tenu compte de la remarque du parent et a immédiatement commencé à distribuer les rôles. Anaïs est donc en retard au travail. Elle voulait se glisser discrètement dans le vestiaire. Mais elle rencontra Maël à la porte. Le jeune homme lui fait remarquer d'un air narquois. « Tu es en retard aujourd'hui, Anaïs. Tu es en retard aujourd'hui, Anaïs. » Ce type lui voue une antipathie farouche depuis le premier jour. Et elle réplique. « Et qui êtes-vous pour me faire des remarques? Je sais, Anaïs, que tu m'ignores. Mais je ne me laisse pas faire par les ignorances et autres méthodes d'influence. Même si je crois que vous me sous-estimez. » La femme se figea sur place. La femme se figea sur place. « Qu'est-ce que tu cherches à faire, Maël ?» Le garçon serra les dents. « D'accord. Je serai parfaitement correct. Moi aussi. Je serai bref. Je pense que vous avez tort de me tenir à l'écart de vos expériences. C'est une chose d'observer, mais c'en est une autre d'y participer. » Anaïs décide de tempérer les ardeurs du stagiaire. « Jeune homme, vous êtes nouveau dans le laboratoire. C'est pourquoi, en tant que chef d'équipe, je pense qu'il est un peu tôt pour vous laisser travailler de manière autonome. Je ne veux en aucun cas porter atteinte à vos droits, mais vous ne vous êtes pas encore habitué à l'environnement de travail. Anaïs, crois-moi, je peux le faire. Non, Maël. Tant que vous n'aurez pas été évalué et que vous n'aurez pas passé le test de sécurité, vous ne serez pas autorisé à travailler avec des équipements complexes et potentiellement dangereux. » Le jeune homme lance un regard furieux et disparaît derrière la porte du vestiaire. Anaïs pensait qu'il allait se plaindre d'elle au directeur du laboratoire. Et elle ne s'est pas trompée. À peine a-t-elle pris place à son bureau qu'une secrétaire entre dans le laboratoire. « Anaïs, il y a un appel urgent pour que tu voies le patron. » La dernière chose qu'elle souhaitait, c'était de commencer la journée par une dispute. Mais le patron est comme une bouilloire en ébullition. L'espace d'un instant, elle a cru voir de la vapeur s'échapper de ses oreilles. Elle frappe à la porte du bureau. « Puis-je entrer, Léon ?» Le patron plisse les yeux.
Ne cherchez pas à m'embrouiller, Anaïs. Et de toute façon, dans la situation actuelle, votre politesse est déplacée. Et moi qui pensais que cela n'était qu'une question d'éducation. Léon commence à lever les yeux au ciel. Vous n'arrivez pas à me distraire. En tant que chef du laboratoire, je vous dis que je ne vous laisserai pas humilier les autres employés. Je me demande qui j'ai tant offensé, Anaïs. Tu sais très bien de qui nous parlons. Et le fait que je t'ai nommé chef de groupe ne te donne pas le droit de t'en prendre aux autres. Même si tu n'aimes pas quelqu'un pour une raison ou une autre, tu dois le traiter avec respect. Léon, si tu parles de Maël, je ne permettrai pas d'expérimentation tant qu'il ne sera pas certifié. En ce qui concerne le respect, les bonnes manières, dans une société décente, un homme devrait offrir une chaise à une femme. Le visage de Léon se colora. Nous ne sommes pas à un bal. Et pour moi, tous les employés sont les mêmes. Je vois bien qu'il est inutile de discuter avec toi. Alors je t'ordonne, Anaïs, qu'à partir d'aujourd'hui, Maël soit directement impliqué dans la recherche. Léon. Et s'il se trompe, qui sera responsable? Bien sûr. Tu seras responsable de tout ce qui se passe dans le laboratoire. Dans ce cas, j'ai besoin de vos ordres écrits. Anaïs. Tu ne crois pas que tu exagères? Mon ordre verbal suffira. Allez travailler. Anaïs quitte le bureau d'un bond et Léon met du temps à se calmer. Il se rend compte qu'il n'a pas respecté les consignes. Mais il ne peut pas faire autrement. Après tout, le financement de leur laboratoire dépendait du père de Maël. Léon avait très bien identifié la raison de la frime de Maël. Maël n'était pas habitué à jouer les seconds rôles, encore moins à faire de la figuration. Il avait réclamé plus d'attention à l'institut et avait demandé un stage au laboratoire. Il avait appris par son père qu'un projet intéressant venait d'y être lancé. Et Maël voulait participer aux travaux scientifiques. Il se voyait déjà dans ses rêves comme un lauréat du prix Nobel. Mais il a reçu un accueil plutôt froid dans le laboratoire. Et Anaïs, d'une manière générale, le prend de haut. Comme il n'était pas habitué à cette attitude, il a dû faire pression sur Léon, qui figurait sur la liste des amis de son père. Lorsqu'Anaïs arrive au laboratoire, Maël se rend compte que le chef a fait de la prévention auprès de l'Intello. Il s'approche de la femme sans complexe. Alors, on commence les tests tout de suite? Non. Il faut d'abord préparer les objets. Ils sont dans le thermostat. Enlevez tous les bols numéro 17. Vous avez mémorisé le règlement? Maël acquiesce. On commence par les doses les plus faibles. Temps d'exposition 30 secondes. Puis on augmente progressivement. Je surveillerai moi-même les relevés. Et toi, Maël? Tu enregistreras les résultats. Le jeune homme sourit. Et une idée lui traversa l'esprit. Je me demande à quoi ressemblerait Anaïs si on la mettait elle-même sous un microscope et qu'on lui donnait une dose surpuissante. Cette pensée parut très drôle au garçon, qui fut distrait un instant et ne réalisa pas ce qu'Anaïs, qui était déjà dans la cabine, lui avait dit. Il pensa qu'il était temps de commencer l'expérience et alluma la machine sans même vérifier l'interrupteur à bascule. Un flash lumineux aveugle Maël qui pousse un cri de surprise. Sa main était toujours sur l'interrupteur, et il l'abaissa brusquement. Derrière la vitre du cockpit, les yeux d'Anaïs, glacés d'horreur, le regardent. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai seulement dit de te préparer. Tu n'as pas vu que je n'étais pas protégée? Toutes ces questions pleuvent sur l'homme hébété et terrifié. Toutes les parties de son corps tremblent, et il a peur de regarder cette femme dans les yeux. Maël, combien y avait-il sur le moniteur? J'ai besoin de le savoir. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Maël a compris. Et la peur des implications a paralysé son esprit. Il a donc menti en disant qu'il avait commencé par le minimum. Sur instruction, Anaïs fait part de l'urgence à Léon. Le chef se serre la tête. Anaïs, je t'ai demandé, tu m'as glissé que tu n'étais pas à la hauteur. Je vois qu'aujourd'hui encore, tu ne t'inquiètes pas du fait que ce fils de pute de ministre m'ait donné une dose de radiation. Mais tu t'inquiètes de toute autre chose. La femme voulut ajouter quelque chose, mais devint soudain pâle. Anaïs, qu'est-ce que tu as? On vous apporte l'antidote maintenant. Prenez la pilule et tout ira bien. Le patron lui fait prendre une dose percutante du remède. Quand elle se sentit un peu mieux,
Il lui demanda d'une voix suppliante. Anaïs, ne parlons de cette situation à personne. Tu peux prendre dès demain un congé et te reposer un peu. Léon, pourquoi toutes ces supplications? Tu as lu le manuel 100 fois toi-même et tu sais que je dois consulter un médecin. Anaïs, si tu fais ça, on n'évitera pas les ennuis. Et surtout, c'est toi qui es responsable de ce qui s'est passé. Je t'ai dit de surveiller le petit. On n'est pas dans un jardin d'enfants, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que vous avez signé un accord de confidentialité, et que si vous allez à l'hôpital, tout se saura. Et tu devras aussi répondre de tes actes devant la justice. Anaïs, pense aux conséquences. Si vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez rentrer chez vous tout de suite. Anaïs ne se sentait vraiment pas bien. Elle avait des vertiges et sa bouche était sèche. Lorsqu'elle essaya de se lever de la chaise, la nausée lui monta à la gorge. Léon lui tend la main. Je t'accompagne à la voiture, on te ramène chez toi. Tu m'appelles demain? D'accord? D'accord. À la maison, elle s'effondra dans son lit et dormit toute la soirée. Le sommeil de la journée ressemblait davantage au délire d'une personne malade. La femme entendait clairement les bruits de la rue. Mais ce bruit de fond était accompagné d'images irréalistes. Au début, de petits éclairs sont apparus devant ses yeux, qui se sont transformés en une centaine de soleils gigantesques. Je ne sais pourquoi, je me suis souvenu du dessin de ma fille représentant un luminaire d'une taille incroyable. Lors de l'accident dans le laboratoire, elle aussi avait cru qu'il s'agissait d'un soleil tombé du ciel. Des pas familiers retentissent dans le couloir et Anaïs s'extirpe du lit. Son mari est surpris de la trouver en robe de chambre. Anaïs, tu rentres si tôt du travail où il s'est passé quelque chose? Non, rien de grave, je me sens juste un peu malade. André, va chercher Célestine à la crèche. Bien sûr. Prise de faiblesse, Anaïs se rend à la cuisine pour préparer le dîner. Elle tente de se calmer et se répète mentalement. Ça va passer, parce que Maëlle a dit que la dose était minime et que j'ai pris l'antidote à temps. Au dîner aussi, elle garde son calme, essayant de ne rien laisser paraître de son malaise. Mais son appétit disparaît et elle doit manger de force. La femme est impatiente que la nuit tombe et que Célestine aille enfin se coucher. Maman, assieds-toi avec moi. D'accord ma chérie, je vais m'asseoir. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Dessiner une maison et un soleil. Et j'ai aussi appris à la crèche à dessiner un toutou. André sourit. Tu ne trouves pas que notre fille fait une fixation sur la planète la plus chaude? André, n'oublie pas qu'elle n'a que 3 ans et demi et qu'à cet âge, tous les enfants dessinent des maisons et le soleil. L'homme regarde attentivement sa femme. Anaïs, tu n'as vraiment pas l'air bien. Je pense que tu devrais voir un médecin. Tu as peut-être un rhume? Ne t'inquiète pas pour moi, ça passera demain. Mais elle a vomi sans arrêt pendant la nuit. Et le matin, elle a trouvé des cheveux sur son oreiller. À l'intérieur, tout est devenu froid. Maëlle lui avait menti, et elle avait reçu une forte dose de radiation. Pour ne pas réveiller son mari, elle s'éclipse dans le couloir. Composant le numéro de son patron, la femme commence à compter les longs bips. Ce n'est qu'après la 8e sonnerie qu'elle entend la voix irritée de Léon. « Qui a besoin de moi si tôt? Désolé de te déranger. Léon, c'est moi. Anaïs, qu'est-ce qui t'amène à te lever à 6 heures du matin? Ton rêve le plus doux a été interrompu. Encore désolé Léon, mais j'ai tous les signes de la maladie des rayons. Que dois-je faire? Un déclic se fait dans le combiné, et elle comprend que c'est le patron qui exprime ainsi son mécontentement. Anaïs, ne te remplis pas la tête de bêtises. Vous êtes instruite et vous savez qu'il est impossible d'obtenir une dose critique de radiation dans des conditions de laboratoire. Alors, calmez-vous et reposez-vous. Je vais envoyer une machine avec le chauffeur pour vous aider à récupérer rapidement. Léon tient parole et le matin, les médicaments sont livrés à son domicile. Mais même les pilules les plus puissantes n'y font rien et, le soir venu, Anaïs ne peut plus sortir de son lit. Lorsqu'André rentre du travail, il n'écoute pas sa femme et appelle une ambulance. Mais les ambulanciers examinent la patiente et ne constatent aucune anomalie. Pourquoi nous avez-vous appelé? La tension artérielle est normale. Il n'y a pas de température. Votre femme souffre vraisemblablement d'une banale neurasthénie. Une telle attitude dédaigneuse a complètement découragé l'homme de chercher une aide médicale.
Pendant une semaine, Anaïs n'a pas quitté la maison. Le 8e jour, elle se sent soudain mieux et se rend au travail. Mais Léon l'accueille de façon peu amicale. Assieds-toi et écris une lettre d'amour. Asseyez-vous et écrivez une lettre d'explication. La femme se fige de stupeur. Qu'est-ce que je dois expliquer? Parce que vous avez provoqué un accident dans le laboratoire. Non seulement vous avez reçu des radiations, mais vous avez mis en danger la vie de Maël. En tant que superviseur, je ne peux pas fermer les yeux sur une négligence. Priez Dieu pour que le père de Maël ne vous poursuive pas en justice. D'accord? Je l'écris tout de suite. Anaïs prend une feuille de papier sur le bureau du superviseur. Il lui faut 2 minutes pour écrire sa lettre de démission. Léon lève les yeux, surpris. Anaïs, qu'est-ce que c'est? Une lettre de démission? À votre demande. Je pars avec mon mari dans un autre pays, et j'essaierai d'y trouver un emploi. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça. Qu'en est-il de notre projet? Et vous nommez Maël. Il brûle depuis longtemps du désir de faire ses preuves. Il s'agit juste de réaliser le souhait de son papa statutaire. Léon se figea dans une position étrange, les bras tendus et les yeux clignant fréquemment. Anaïs a même un peu de peine pour lui. Mais elle n'a pas l'intention de reculer. Le soir, quand Anaïs annonce à son mari qu'elle a pris sa décision définitive, il est fou de joie. Anaïs, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux que tu m'aies soutenue. André, toi et moi sommes les personnes les plus proches au monde. N'oublie pas que les époux doivent être ensemble pour le meilleur et pour le pire. La femme rit doucement, mais André perçoit une note de désespoir dans ce rire. Il comprit que cette décision n'avait pas été facile à prendre pour sa femme, car elle avait dû sacrifier le travail qu'elle aimait. Dans un élan d'émotion, l'homme serra sa femme dans ses bras et lui embrassa la tempe. « Merci ma chérie, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi et Célestine. Je te remettrai ton visa demain. » Les agréables ennuis commencent et la femme ne pense qu'à son prochain voyage. Mais 2 jours avant le départ, son état se dégrade brutalement. Cette fois, André n'est pas aussi favorable. Lorsqu'il retrouva sa femme au lit, il commença à se défouler sur elle. « Anaïs, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis désolé. Mais j'ai la mauvaise impression que tu fais exprès d'abuser de ma patience. Dites-moi ce que je dois encore préparer pendant les 2 jours qui me séparent de mon vol. » La femme tente de se faire pardonner. Mais elle n'est pas très douée. « André, pourquoi ne pas y aller seul pour l'instant? Et quand j'irai mieux, Célestine et moi viendrons. » Mais c'est impossible. D'accord? J'essaierai de me débarbouiller d'ici mon départ. Mais ne me criez pas dessus. Qu'est-ce que je dois faire? Sourire? Je suis désolée. Mais tous ces symptômes me semblent étranges. Et le médecin de l'ambulance a dit que vous étiez en bonne santé. Pour parler franchement, je suis un imposteur. Remarquez que je n'ai pas dit ça. C'est vous qui l'avez dit. Anaïs se sentait si mal qu'elle n'avait pas l'énergie de dissuader son mari. La seule chose qu'elle souhaitait depuis quelques jours, c'était la paix. Elle ne s'offusque même pas de ces accusations ridicules et s'endort directement. Le jour du départ a commencé par un nouveau scandale familial. André est très inquiet et vérifie 10 fois qu'ils ont tout sur eux. Non seulement l'homme est nerveux, mais il harcèle sa femme sans relâche. Anaïs, vérifie les papiers. André, j'ai déjà vérifié 5 fois. Tout est en place. Quelques minutes s'écoulent et l'époux commande à nouveau. Je ne sais plus. Est-ce qu'on a pris le dossier médical de Célestine? La femme agite les mains, confuse. Non, il n'y a que la carte de sortie. On m'a dit que la carte ne pouvait pas être prise. L'homme se jette sur sa femme. Anaïs, tu t'es complètement abrutie ces derniers temps. Nous allons en Amérique. Là-bas, nous avons besoin de tous les vaccins et de ce que notre fille a eu. Ne me criez pas dessus. La déclaration contient toutes les informations. Anaïs voulait dire quelque chose d'autre, mais elle s'est sentie mal et a couru à la salle de bain. André recommence à réprimander sa femme. Quand est-ce que ce cirque va s'arrêter? Anaïs, arrête de faire une scène devant moi. Je ne comprends pas du tout dans quel but tu fais ça. La femme revient dans la chambre, et André est horrifié par son apparence. Mais l'état d'impuissance de sa femme ne suscite plus de pitié aiguë. Au contraire, l'homme est de plus en plus agacé. La petite Célestine, elle aussi, se tait en regardant ses parents.
Elle avait très peur que son père la gronde à son tour. Et elle essayait de ne pas se faire remarquer, afin de ne pas compliquer davantage la situation. André interdit aux grands-parents de les raccompagner. Il dit à sa femme: « Nos parents ne feront que des histoires inutiles. Ils vont se mettre à pleurer et à se lamenter. Et je n'aime pas ça. » Alors, pas d'adieu bruyant. Leur vol étant prévu tard dans la soirée, ils décident de partir à l'avance pour l'aéroport. Les événements des derniers jours ont tellement perturbé l'homme qu'il a raté l'embranchement de l'aéroport et a parcouru 30 kilomètres sur une autre route. Lorsqu'on s'aperçoit de l'erreur, Anaïs se sent à nouveau malade. André arrête la voiture, j'ai la nausée. Il freine brusquement et, fou de rage, entraîne la femme hors de l'habitacle. Allez-y, mais dépêchez-vous. Je savais qu'il ne serait pas possible de se rendre à l'aéroport sans aventure. Sa femme n'étant pas rentrée avant longtemps. Il décide de la conduire. Célestine regarde son père avec crainte et n'ose pas bouger. André ordonne à la jeune fille: « Tu restes ici tranquille comme une souris, et je vais chercher maman. Je vais voir ce qu'elle a encore. » L'homme se dirigea vers la forêt et marcha environ 300 mètres jusqu'à ce qu'il tombe sur une carrière abandonnée. Il se mit à appeler sa femme. Mais personne ne répondit. Le crépuscule d'automne devenant de plus en plus épais, il ne remarqua pas tout de suite un point lumineux au fond de la carrière. En regardant de plus près, il se rendit compte qu'il s'agissait de sa femme. Il appela doucement: « Anaïs, Anaïs !» Son appel se répercuta à plusieurs reprises à travers les arbres et se fondit quelque part au-delà de l'horizon. Il était dangereux de descendre dans l'obscurité, et il restait peu de temps pour une mission de sauvetage. L'homme fait résolument demi-tour et se dirige vers la voiture laissée sur l'autoroute. Essayant de se remonter le moral, il dit à haute voix de loin: « Toute Célestine, toi et moi, nous allons partir maintenant. Notre maman est malade. Alors toi et moi, on prend l'avion. » Le crépuscule avait déjà complètement enveloppé l'espace. Et il ne remarqua pas tout de suite que la porte de la voiture était ouverte et qu'il n'y avait personne dans l'habitacle. André pensa d'abord que sa fille s'était éloignée du parking pour une petite nécessité. Mais il fit un tour complet et la petite fille avait disparu. Le désespoir le gagna, et il se mit à appeler à haute voix: « Célestine, Célestine, où es-tu, ma petite fille ?» Il n'y eut pas de réponse à cet appel. André savait parfaitement qu'il ne fallait pas prendre de décisions graves sous l'effet du stress. Mais une pensée l'empêchait de se concentrer sur l'essentiel. Si tu rates l'avion, tu peux perdre ton travail. Après un moment d'hésitation, l'homme monte dans la voiture et appuie sur l'accélérateur. La forêt et la route prennent des formes mystiques à la lumière des phares. Et à ce moment-là, pour une raison ou une autre, un épisode d'une vie heureuse passée lui revint en mémoire. Le jour de leur mariage. Alors qu'Anaïs et lui devaient apposer leur signature, un greffier du palais des mariages avait prononcé un beau discours en leur honneur. « Cher André et Anaïs, que ce jour radieux reste à jamais gravé dans votre mémoire. Vous êtes désormais mari et femme, ce qui signifie que vous serez toujours ensemble, pour le meilleur et pour le pire. » La voiture roule à toute allure dans la nuit d'automne. Dans la tête d'André, des marteaux invisibles martèlent. Ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Il répétait ces mots plusieurs fois dans une sorte de frénésie sauvage. Et l'image de sa femme souriante ne reculait jamais dans son imagination. Anaïs, elle aussi, répétait ces mêmes mots, ce qui rendait la situation encore plus effrayante. Pour se débarrasser de cette obsession cauchemardesque, l'homme s'écrie: « Anaïs, je ne voulais pas, je suis désolé, mais je ne peux pas rester. Je ne pouvais même pas rêver d'un tel travail. Je ne peux pas laisser passer cette chance. » Une forte poussée émotionnelle l'aide à reprendre ses esprits. André arrive à l'aéroport juste avant la fin du processus d'enregistrement et ne dépose que ses documents. Personne ne lui pose de questions inutiles car tout le monde est pressé d'embarquer. Lorsque l'avion de ligne s'élève au-dessus du sol, l'homme sent quelque chose se briser dans son âme. Mais cela ne l'a pas effrayé, cela lui a fait plaisir. Il ne voulait pas penser à sa femme et à sa fille. Après tout, elles étaient restées là, dans une toute autre vie. Esmé, craignant de trop dormir, passa une nuit plutôt agitée. Au matin,
Elle dormait profondément et n'entendit pas sa grand-mère vaquer à ses occupations matinales. La maison de la vieille dame n'était pas encombrée d'éléments de design moderne. L'ensemble de l'espace de vie était représenté par une seule pièce, dans laquelle la fonction des portes était remplie par des rideaux colorés. Cette particularité de l'intérieur a choqué Esmé lorsque son mari l'a amenée dans ce village abandonné il y a 2 jours. La femme ne peut contenir sa surprise et demande à la propriétaire. « Floria, comment vivez-vous ? Floria, comment faites-vous pour vivre dans de telles conditions ?» La vieille femme lui répond joyeusement. « Pourquoi les conditions sont-elles mauvaises ? Nous ne sommes pas habitués aux excès. Noé, je dis la vérité. N'est-ce pas ? » Le mari de Noé, Esmé, était originaire de la région et très fier de ses origines villageoises. Floria était la grand-tante de l'homme d'affaires. Mais il l'a toujours affectueusement appelée sa deuxième maman. Lorsque sa tante âgée lui posait la question, l'homme répondait joyeusement. Floria est une vraie diseuse de bonne aventure. Ce que tu dis se réalise. En effet, à l'époque, les jeunes filles et les divorcées venaient voir la femme pour qu'elle leur dise la bonne aventure. Mais plus tard, elle a renoncé à ce métier pour ne pas gêner le policier du quartier. Il l'a menacée plus d'une fois. Floria, je ne crois pas à ces choses-là, et tu ne te laisseras pas berner. La femme a peur de contredire le représentant des autorités et réduit ses activités. Mais pour l'essentiel, elle menait une vie agréable. Pendant longtemps, leur village a été la plus grande colonie de vieux croyants de la province. Mais l'exode constant de la population a entraîné la quasi-disparition de la colonie. Le père de Noé était également originaire de cette région, mais il avait fui sa jeune femme et son fils d'1 an. La femme a confié le petit Noé à sa sœur Floria. C'est ainsi qu'ils ont vécu. Lorsque le garçon a eu 14 ans, sa mère lui a dit sévèrement : « Va à l'université, mon fils. Quand tu auras ton diplôme, tu me remplaceras. On a toujours besoin de monde à la ferme. » En effet, à cette époque difficile, il y avait une grave pénurie de personnel due à l'exode des jeunes vers la ville. Noé a donc suivi le conseil de sa mère. En général, dans les familles de vieux croyants, la parole de l'aîné était considérée comme la loi, de sorte que le garçon ne pouvait même pas envisager d'aller à l'encontre de la volonté de sa mère. À l'école, Noé reçoit 2 spécialités à la fois. En plus du tracteur, il apprend la serrurerie. Mais il n'a que 5 ans pour travailler au profit de sa terre natale. La ferme, autrefois prospère, se meurt lentement et les ouvriers n'ont pas perçu leur salaire depuis des mois. Les hommes du coin versent de la vodka sur leur chagrin. Et Noé rentre souvent ivre à la maison. Sa mère se rend compte qu'avec une telle vie, son fils tombera rapidement dans le gouffre. Un jour, elle lui a demandé de rester pour une discussion sérieuse. « Je vois, mon fils, que tu patauges. Mais ça ne sert à rien de patauger. Je ne veux pas que ta vie soit gâchée. J'ai écrit à ton père, va le voir. » Cette suggestion plonge le jeune homme dans un état de stupeur persistante. « Maman, tu me conseilles de demander de l'aide à l'homme qui nous a abandonnés ?» La femme explique très calmement. « C'est ton père et il a promis de t'aider. » La mère réfléchit un instant. Puis ajoute : « Tu ne peux pas juger un homme, mon fils. Tout le monde peut faire des erreurs. Tu dois être miséricordieux et pardonner. Alors, un jour, tu seras pardonné. » Noé se souviendra toute sa vie de ces paroles, qui deviendront pour lui une sorte d'instruction maternelle. Il se rendit dans une ville lointaine où son père travaillait dans une aciérie et était chef d'atelier. Il avait une famille et 2 enfants. Bien que la nouvelle épouse de son père les acceptât comme siens, il resta discret. Sur les conseils de son père, Noé s'inscrit par correspondance dans un institut spécialisé et obtient son diplôme avec mention. Plus tard, grâce aux relations de son père, il obtient un emploi dans une autre ville. C'est dans cette ville que Noé rencontre Esmé. Malgré l'impressionnante différence d'âge, Esmé ayant 13 ans de moins, les jeunes gens ont presque immédiatement trouvé un langage commun. Ils se comprennent à demi-mot et les disputes sont rares. Le père d'Esmé, Raphaël, occupe une position élevée dans le gouvernement régional et considère comme un devoir d'honneur d'aider le mari de sa fille unique. Avec l'aide de son beau-père, Noé n'a fait que gravir les échelons de sa carrière. Lorsque les temps difficiles sont arrivés,
les membres de la famille sont rapidement passés de la fonction publique à l'entreprise privée. Mais cette transition de crise s'est très bien passée et Noé a considéré sa vie comme une réussite. Il disait souvent à sa femme : « J'ai une chance inouïe, car ma vie a été gardée par 2 anges gardiens, ma mère et ton père. Sans eux, je serais probablement encore en train de boire de la vodka avec des hommes et de maudire le destin. » Esmé ne se plaint pas non plus de sa vie. À une exception près, Dieu ne leur a pas donné d'enfants. Elle et son mari ont fait le tour de toutes les cliniques, ont dépensé beaucoup d'argent, mais ne sont jamais devenus parents. Même les médecins israéliens et les yogis indiens n'y ont rien fait. Le désespoir a fait place à l'humilité. Lorsque Noé trouvait une autre méthode unique, sa femme disait calmement : « Non, Noé. Ça suffit. Je ne veux plus tester le destin. Si Dieu ne nous a pas donné d'enfants, alors nous avons un autre but sur terre. Tu as dit toi-même que rien n'arrive pour rien dans cette vie, et je le crois. » Esmé commence à s'occuper des enfants des autres. À son initiative, une fondation caritative a été créée, qui a d'abord fonctionné sur une base volontaire. Aider des enfants qui, sans que ce soit de leur faute, se trouvent dans une situation difficile, lui procure une immense satisfaction. Esmé y associe souvent son père et son mari. Et les hommes ne sont pas avares de charité. Même en vacances, Esmé n'oubliait pas son importante mission et ne manquait pas de verser une petite somme sur le compte d'un orphelinat du pays d'accueil. Le plus souvent, le couple passe ses vacances sous les tropiques, où il fait très chaud mais où il y a beaucoup de pauvres. Mais cette année, avant de partir en vacances, Noé a demandé à sa femme : « Esmé, tu ne veux pas aller à l'étranger ? Esmé, tu n'as pas envie de changer quelque chose dans notre vie ?» La femme regarda son mari avec intérêt. Elle savait qu'il ne demanderait pas des choses aussi sérieuses que des vacances ensemble. Mais elle répondit avec indifférence : « Qu'est-ce que c'est que ces questions idiotes ? Tu sais très bien que j'aime le changement. Si je ne me trompe pas dans mes instincts délicats, veux-tu proposer quelque chose de nouveau pour les vacances ? » L'homme se réjouit. Pour être honnête, j'en ai assez de la chaleur insupportable et des voyages à l'étranger. Je pense qu'il est temps de partir à la découverte de nos terres natales. Qu'en pensez-vous ? En principe, ça ne me dérange pas que tu me proposes des vacances qui ne soient pas ennuyeuses. Je vous promets que je ne m'ennuierai pas. Pourquoi pas ? Il y a longtemps, quand j'avais environ 10 ans, mon père et moi étions à la campagne. Son oncle vivait là, il était très strict. C'était génial, des souvenirs très agréables. Je peux encore sentir le goût des cerises mûres dans ma bouche. Mon oncle avait tout un verger de cerisiers, et pas un seul arbre n'était identique. Il faisait lui-même des greffes pour obtenir une nouvelle variété. Noé écoutait sa femme et pouvait même goûter la baie. C'est dommage que je ne sois jamais allé dans ces contrées. Mais je suis sûre qu'un voyage dans ma petite patrie vous apportera beaucoup d'impressions agréables. Esmé regarde son mari. Et des étincelles de plaisir dansent déjà dans ses yeux. Noé, tu as tout décrit de façon si fascinante que je brûle d'impatience. Emmène-moi vite dans ton village voir tante Floria. Noé jubilait d'avoir une conversation avec sa femme sur un sujet aussi sensible. Il ne pensait pas pouvoir la convaincre aussi rapidement. C'est l'envie de chasser qui l'a poussé à changer l'itinéraire traditionnel de leurs vacances ensemble. Bien que Noé lui-même ne soit pas un adepte de ce loisir, il ne pouvait pas refuser Ampère. Ce nom était connu dans les milieux d'affaires nationaux, et l'amitié avec cet homme pouvait s'avérer très utile pour les affaires. Ampère a téléphoné il y a quelques semaines. « Noé, que penses-tu de la chasse au gibier ?» Ne sentant aucun piège dans cette question, l'homme a répondu : « En principe. Oui, si le canon est remplacé par une caméra. » Un rire se fait entendre dans le récepteur. « Vous êtes un plaisantin. » Pour être honnête, je suis plus intéressé par le processus. Ils ont encore parlé de sujets divers. Puis Ampère est revenu à la chasse. « Vous savez, j'ai eu la chance d'acheter la propriété. Alors j'ai décidé de poursuivre la glorieuse tradition, et j'ai déjà construit une maison avec des chambres d'hôtes. » Pour Noé, faire connaissance avec cet homme peut aussi être très bénéfique pour l'avenir. L'homme a donc assuré au propriétaire du nouveau domaine qu'il lui rendrait certainement visite avant l'ouverture de la saison de chasse. « Ampère, je suis moi-même né dans ces contrées, et je vais rendre visite à ma tante.
Quand Tempère apprit que Noé connaissait bien le lieu de la future chasse, il poussa un nouveau cri à tue-tête, bien que l'homme eût le temps d'éloigner la pipe de son oreille. Il ne raconta pas à sa femme les détails de sa conversation avec Ampère, se contentant de lui proposer des vacances dans son village natal. Ignorant les véritables projets de son mari, Esmé part à la cueillette des champignons avec sa grand-mère Floria. La vieille femme lui a fait préparer tout le matériel et les récipients de la soirée et l'a mise en garde. Je me réveillerai tôt, à 5 heures. Alors, couche-toi tôt. Les endroits les plus riches en champignons sont loin d'ici. Vous devrez donc marcher 5 kilomètres, peut-être plus. L'invitée voulait savoir pourquoi elle devait ramper dans la forêt si tôt. Mais Floria a précisé qu'elle n'aimait pas qu'on lui pose des questions inutiles. La tante de son mari n'était pas disposée à parler. Esmé voulait interroger Noé sur tout. Et il s'est avéré qu'il était également occupé à faire ses valises. La femme demanda : « Noé, pourquoi tu fais ça ? » : « On va chercher des champignons. » L'homme a compris qu'il était dans le pétrin et a commencé à s'en sortir. « Esmé, j'ai été surpris d'apprendre qu'Ampère habite tout près d'ici. Tu dois le connaître. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Et vous l'avez rencontré ? Et bien sûr c'était un accident. Oui. Je ne m'y attendais même pas. Ampère m'a invité à aller chasser. Mais j'ai accepté par pur intérêt sportif. Noé sentit qu'il avait un air idiot, mais il était trop tard pour reculer. Esmé additionne sans peine les faits dans son esprit et, sur le ton d'un professeur, dit : « Et pour le plaisir de se rapprocher d'Ampère, j'ai accepté. Et pour vous rapprocher d'Ampère, vous m'avez entraîné dans ce trou perdu, Esmé ? Je suis désolé, je ne recommencerai pas. Si tu veux, on s'envole demain pour les Maldives ou n'importe où sur la planète. Mais ne te mets pas en colère. Eh bien, non, ma chère. Maintenant, j'irai tous les jours chercher des champignons, et tu mangeras ces cadeaux de la forêt. » Pour ne pas contrarier sa femme en vain, Noé se couche dans la véranda et part pour le domaine d'Ampère avant l'aube. Au matin, Esmé ne peut donc pas lui dire ce qu'elle pense de lui. Pendant qu'elle pense aux affaires, Floria met la table. Esmé prit son petit déjeuner avec appétit. La vieille dame mangea tranquillement et regarda Esmé pendant tout ce temps. « C'est bon, très bien. Mangez bien, sinon on ne sait pas quand on va rentrer. J'ai apporté de quoi grignoter. Mais nous aurons encore faim pour la journée. » Floria marchait devant et Esmé avait du mal à la suivre. Elle se demandait comment cette vieille femme avait autant d'énergie. Elle marchait depuis 2 heures et n'avait pas fait de pause. Esmé voulait demander à son guide de s'arrêter pour une petite pause. Mais elle avait honte. C'est comme si la vieille femme sentait que la jeune fille peu habituée aux randonnées en forêt était fatiguée. « Si tu veux faire une pause, faisons une halte. Nous devons boire de l'eau. J'ai soif moi aussi. Mais j'ai d'abord besoin d'un peu d'intimité. » Grand-mère Floria fait un signe de tête compréhensif. Esmé s'éloigne d'une vingtaine de mètres du parking et entend soudain des bruits qui ressemblent à des sanglots. Elle eut peur, mais la curiosité l'emporta, et elle se dirigea vers le bruit étrange. La seconde suivante, Esmé subit un véritable choc. Il y avait une petite fille assise sur le sol humide, juste sous le buisson, qui pleurait, et quand elle la vit, elle voulut crier. Mais seul un sifflement lui échappa. Esmé se précipite vers l'enfant. « N'aie pas peur de moi, je ne te ferai pas de mal. » Elle fit quelques pas de plus vers le bébé. Mais la petite fille se remit à pleurer. Le bébé essaya de lui dire quelque chose. Mais il ne fit qu'émettre une respiration sifflante. Esmé décide de l'aider. « Tu as perdu ta maman ?» La petite fille, qui se barbouillait le visage de larmes, acquiesça. « Où est-elle ? Vous êtes venues ici toutes les deux, ou il y avait quelqu'un d'autre avec vous ?» La petite fille rugit. Puis les pleurs se transforment en convulsions. Esmé craint pour la santé de la fillette. Elle enlève sa veste et enveloppe l'enfant. La petite fille ne résiste pas et la femme la prend dans ses bras. « Maintenant, tu vas te réchauffer. Depuis combien de temps es-tu ici dans les bois ? Tu dois avoir très faim. » Il n'y eut pas de réponse à ces simples questions. Floria, elle, est arrivée sur les lieux. La vieille femme ne s'aperçoit pas tout de suite que la femme de son neveu berce les seins du bébé. Elle se jette sur elle avec des reproches. « Où étais-tu ? Je commence déjà à m'inquiéter. Qu'est-ce que tu caches là ?
Esmé ouvrit un peu le bord de sa veste et la vieille dame poussa un soupir. Une fille, oui. Mais très effrayée. C'est une fille de 3 ou 4 ans, qui ne parle pas. Elle a dû perdre sa voix à force de crier. Floria fouille dans son sac. Tiens, petite fille, mange. La fillette saisit le pain avec avidité et commence à en mordre de gros morceaux. La vieille femme commença à s'agiter près de la trouvaille. Ne te dépêche pas, tu vas t'étouffer. J'ai aussi une pomme ici. Mangez, ma chère, ne vous pressez pas. La vieille dame regardait Esmé d'un air sévère. Pourquoi es-tu aussi figée? Il faut aller chercher sa maman. On ne peut pas laisser un petit enfant se promener dans les bois sans surveillance. Tu as raison, Floria. Je vais regarder par ici. Ne t'éloigne pas trop ou tu vas te perdre. Esmé marche pendant 3 heures à travers les bois. Elle fait attention à ne pas trop s'éloigner de l'endroit où elle a trouvé la jeune fille. La femme regarde sous chaque buisson, mais ne trouve rien d'autre qu'une mallette rose contenant un album de dessins, des feutres et 2 petites poupées. En voyant cette trouvaille dans les mains d'Esmé, la fillette sourit. C'est à moi. Bien que la voix de l'enfant ressemble à un couinement, on peut cette fois-ci distinguer clairement les mots. Esmé s'accroupit à côté de la fillette. Quel est ton nom? La petite fille ne répond rien. Les femmes se regardent. Après une brève réflexion, Floria suggère. Peut-être que tu t'appelles Céline, peut-être que tu t'appelles Céline? Esmé pense que la petite fille acquiesce. Je suppose que tu as deviné Floria. Mais cela ne nous facilite pas la tâche. Qu'allons-nous faire de la petite? Cela fait 5 heures que nous sommes ici, et la mère du bébé ne s'est pas manifestée. La vieille femme pousse un cri et, se couvrant la bouche de la main pour que la jeune fille ne l'entende pas, elle chuchote rapidement. Esmé, écoute. Et si la maman avait emmené la fille dans les bois pour s'en débarrasser? Nous n'avons même pas pensé que c'était une possibilité. Oui, c'est une possibilité que nous n'avions pas envisagée. Mais regardez, la fille porte de beaux vêtements de luxe. Cela signifie que sa famille vivait bien. C'est vrai aussi. Les femmes se demandent ce qu'elles vont faire de la jeune fille. Celle-ci, après avoir satisfait sa faim, s'endormit dans les bras de son sauveur. Qu'est-ce que nous pensons ici avec vous? Nous devrions aller voir le policier. Qu'il s'en occupe. Esmé sentit le souffle chaud de l'enfant, et une voix intérieure lui chuchota. C'est un cadeau du ciel pour toi. Dieu a eu pitié de toi, et t'a donné cette petite fille. Tu ne dois pas la confier à des étrangers. Elle serra l'enfant encore plus fort contre elle. Floria? Mais sera-t-elle envoyée dans un orphelinat dans ce cas? Bien sûr. L'État s'occupera d'elle si aucun parent n'est trouvé. Assez raisonné, rentrons à la maison. La nuit va bientôt tomber. Pendant tout le trajet du retour, Esmé porte la petite fille dans ses bras. Bien que bien nourrie, Esmé ne se sent pas aussi fatiguée que le matin. La femme se surprend à penser qu'elle ne veut pas abandonner cet enfant. Peu importe qu'elle ne connaisse pas du tout cette petite fille effrayée. Esmé s'est sentie liée à cette petite fille dès les premiers instants. C'est un sentiment que ressentent toutes les mères. Et même les longues distances n'affectent pas ce lien. Pendant ces 2 jours, tout le monde était un peu fatigué, mais satisfait de la chasse qu'Ampère avait organisée de sa propre initiative. Le propriétaire du manoir lui-même rayonnait de joie en raccompagnant les invités d'honneur. La nuit est déjà tombée lorsque Noé quitte le domaine d'Ampère. Noé arrive chez lui. Il ne savait pas qu'une surprise l'attendait. Lorsqu'il vit sa femme tenir dans ses bras une petite fille endormie, il faillit s'évanouir. Esmé? Qui est-ce? Floria répondit pour elle. Nous ne le savons pas nous-mêmes. Nous sommes allés chercher des champignons, et nous avons trouvé un bébé. La vieille femme jeta un regard expressif à son neveu et à sa femme. Ampère ne s'était pas non plus rendu compte que cette agréable soirée lui préparait un cadeau inattendu. Après le départ des invités, il ordonne aux gardes de vérifier toutes les entrées du domaine et d'alerter la propriété. Le jeune garçon se précipite pour exécuter l'ordre, mais revient aussitôt. Le garde avait l'air effrayé, et ses yeux tentaient de sortir de leur orbite. Ampère, il y a une femme là-bas, une femme très laide. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle femme? Le garçon commençait à bégayer d'excitation. Je ne sais pas, on dirait un fantôme. Quel genre de garde es-tu si tu trembles? Sors d'ici et dépêche-toi. Il rêve d'une femme. Il n'y a pas de femme ici, et ce n'est pas possible. En effet,
Le personnel de la maison est entièrement composé d'hommes. La seule femme du domaine est Gisèle, la mère du propriétaire. C'est elle qui s'occupe du ménage et des finances. Ampère fait entièrement confiance à sa mère. Bien que l'homme ait largement dépassé la trentaine, il n'a pas l'intention de fonder une famille. Non, il aime la compagnie des femmes, mais il a peur d'être trahi. Pour Ampère, sa mère était une amie fidèle, une camarade de confiance. Aussi, lorsque le garde l'informe de la présence d'une femme non autorisée dans l'enceinte du château, il se précipite dans la maison. « Maman, je crois qu'il y a une urgence », demande Gisèle. « Et qu'est-ce que c'est ?» Le gardien a remarqué la présence d'une femme non identifiée sur le terrain. « Dois-je aller vérifier ? Reste dans la maison. Vous avez toute une équipe de sécurité. Laissez-les travailler à leur salaire. » Ampère appelle un autre garde et lui ordonne de passer toute la propriété au peigne fin. Gisèle observe son fils à la dérobée et ne comprend pas pourquoi il est devenu aussi lâche. Après tout, son père avait combattu le crime toute sa vie et était mort dans l'exercice de ses fonctions. Oh, qui est-ce ? Le garde conduisait une femme vêtue d'une cape de couleur claire vers la maison. L'inconnu pouvait à peine bouger ses jambes, si bien que le type devait littéralement la traîner, en la tenant par la taille avec son bras. Le visage et les jambes de la femme étaient couverts de sang, et ses vêtements extérieurs étaient couverts de boue. Gisèle expire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a ? Elle devait être ivre. Le garde haussa les épaules. Elle n'a pas l'air de l'être et on ne peut pas le sentir. Elle marmonne quelque chose d'incompréhensible. Je n'arrive pas à comprendre. À peine le garde du corps lui a-t-il lâché le bras que son fardeau vivant s'effondre sur les marches de marbre. Gisèle pousse un cri d'horreur. Ampère. Son crâne doit être fracturé. Regarde ce qui lui arrive à la tête. Elle saigne. J'ai peur de l'approcher. Maman, ne panique pas. Et personne ne t'oblige à t'approcher de cette femme. Je vais regarder sa tête moi-même. Avec l'aide du garde, Ampère transporte la femme dans la maison. Les os sont intacts. Mais vous voyez qu'elle est tombée de haut. Les tissus mous sont très abîmés. Je ne peux pas exclure que la jeune fille ait subi une grave commotion cérébrale. Gisèle regarde les actions de son fils avec des yeux grands ouverts et son cerveau lui dit « Non Gisèle. Tu es en train de faire une erreur. Non Gisèle. Tu te trompes. Ton fils n'est pas du tout un lâche. Regarde comme il fait tout avec intelligence. Et il n'a pas peur du sang. » Mais la femme avait l'habitude de garder ses pensées pour elle. Et à voix haute, elle ne se risqua qu'à demander « Ampère, qu'est-ce qu'on va faire ? Ampère, qu'allons-nous faire d'elle ? Maman, tu poses de drôles de questions. On ne peut pas jeter une personne dans la rue dans un tel état d'impuissance. Laisse-la reprendre ses esprits, et on verra bien. » Ampère soulève doucement la femme et la porte dans ses bras à l'intérieur de la maison. Gisèle se précipita à sa suite. « Mon fils, pourquoi la traînes-tu dans la maison ? Serait-ce une malade ? Ou une criminelle recherchée par la police ? » L'homme sourit. « Maman, de toute façon, c'est un être humain. Tu vas voir dans ton répertoire si tu connais un médecin ou une infirmière dans tes contacts. Nous devrions les inviter. » Quoi ? Tout de suite, bien sûr. Vous voyez que l'état de la jeune fille est grave. Dans ces cas-là, les heures, et parfois les minutes, font toute la différence. Gisèle s'empresse d'accomplir sa mission. Je vais appeler une connaissance. Bien qu'il fasse nuit et qu'il puisse me renvoyer, je lui demanderai de venir. La connaissance de la mère ne refusa pas, car il avait prêté le serment d'Hippocrate dans sa lointaine jeunesse. Et même dans sa retraite bien méritée, il accomplissait son devoir médical. En examinant le patient, le vieux médecin ne cessait de gémir. Elle a beaucoup de chance qu'il n'y ait pas de fracture majeure. Il n'y a que son bras droit que je n'aime pas, et sa tête est gravement blessée. De telles blessures sont caractéristiques d'une chute de hauteur. Et le plus dangereux, c'est qu'un édème cérébral peut se développer. Je vous conseille d'envoyer la jeune fille à l'hôpital. Gisèle s'exclame. Qu'est-ce que vous racontez ? Quel hôpital dans cette région ? Et la nuit ? En plus, je crois qu'il n'y a même pas de polyclinique ici. Récemment, j'ai voulu prendre ma tension. J'avais oublié mon tonomètre en ville. Je suis allée au dispensaire. Et il y avait un énorme cadenas sur la porte.
Le vieux médecin a baissé les yeux. Oui. Notre médecine n'est malheureusement pas au mieux de sa forme aujourd'hui. Je peux vous conseiller de rester au lit et de vous reposer. Je vais soigner la plaie maintenant, et je vous verrai demain, vers l'heure du déjeuner. Ampère contemple le visage balafré de l'inconnue. Je me demande comment elle est arrivée ici. Elle a l'air d'une femme intelligente. Gisèle acquiesce? Oui. Et les vêtements qu'elle porte sont chers. Ampère, si cette femme avait été victime d'une agression, on lui aurait pris ses bijoux. Mais les boucles d'oreilles sont toujours là, et le pendentif est cher autour de son cou. La vieille femme tire avec précaution un coffret en or, garni de petites pierres, de derrière le tendon de l'inconnu. Dès qu'elle toucha le coffre miniature, celui-ci s'ouvrit de lui-même. Ampère, regarde ici. Il y a un tableau caché ici. Une petite fille avec un grand arc. L'homme d'affaires regarde la photo. Tout était flou, comme si la photo avait été plongée dans l'eau. Soudain, Gisèle dit à son fils, « Tu vas te coucher, et moi je vais regarder. Peut-être qu'elle se réveillera et qu'elle me parlera d'elle. Il sera alors plus facile de retrouver sa famille. » La victime s'est agitée toute la nuit et a marmonné quelque chose d'inaudible. Au matin, elle ouvre les yeux et fixe Gisèle. « Qui êtes-vous, ton ange sauveur? Vous avez été ramassé dans la nuit par notre garde. Vous souvenez-vous de ce qui vous est arrivé ?» La femme fronce le nez. « Non, je ne me souviens de rien. Je me souviens seulement d'être tombée. » Gisèle pose prudemment une deuxième question. « Et votre nom? Quel est votre nom? Où habitez-vous ?» L'inconnu fronce à nouveau son front, qui porte de nombreuses écorchures, et grimace de douleur. « Anaïs. Mon prénom est Anaïs. Et votre nom de famille ?» demande l'accompagnatrice bénévole avec sympathie. « Vous ne vous en souvenez pas? » « Non. Il y a une sorte de vide dans ma tête. Et tout le corps est très douloureux. » La tension intense a épuisé les forces de la jeune fille, qui a fermé les yeux. Gisèle la recouvre d'une couverture. « Repose-toi. Tu te souviendras de tout plus tard. C'est comme ça que ça se passe, après un choc violent. D'abord, la mémoire disparaît. Puis elle revient. Reprends des forces. Tu es en sécurité ici, merci. » Anaïs se couvrit les yeux et tomba dans un vide noir qui ressemblait à un long tunnel. Sur les parois de ce passage étroit, des lumières vives clignotaient toutes les secondes, puis se transformaient en visages. Ces visages s'agitaient, essayant de lui dire quelque chose, mais elle ne comprenait rien. Dans les couloirs du département spécial, il y avait un vide retentissant. L'échelle de l'ancien bâtiment était si grande que les rares visiteurs semblaient être de petits insectes. La petite fille est impressionnée par cet environnement. Elle regardait Noé les yeux écarquillés et s'accrochait à sa main. L'homme demanda avec intérêt. « As-tu peur ?» La petite fille chuchote. « C'est très effrayant ici. Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» Noé ne quitte pas des yeux la porte portant le numéro 315. « On y va maintenant ?»« Attends maman. » Comme pour confirmer ses dires, la porte massive s'entr'ouvre. Esmé se faufila à l'extérieur. Noé n'avait jamais vu sa femme aussi heureuse. La femme rayonnait de joie, et cette lumière semblait remplir un vaste espace. Elle serra un dossier de papier contre sa poitrine. « Voilà, mes proches, les soucis, les ennuis inutiles sont derrière nous. Nous sommes maintenant une famille amicale. Et toi? Tu es un bébé, notre fille légitime. » Esmé s'accroupit à côté de la chaise sur laquelle la petite fille était assise. La petite fille ne comprend pas la raison de la joie des adultes et ne fait que déplacer son regard de l'un à l'autre, restant dans la même position inconfortable. Esmé prend la petite fille par la main et commence à lui expliquer. « Tu es notre fille maintenant. Je suis ta maman. Et lui, c'est papa. » Noé acquiesce et Esmé demande à l'enfant. « Céline, tu es contente ?» La petite fille hocha vigoureusement la tête, puis demanda avec surprise. « Où est Célestine ?» Les adultes sont restés confus pendant une seconde. La femme pensait que la fille parlait de jouets. « Tu auras beaucoup de poupées et tu pourras les appeler comme tu veux. Nous allons tout de suite aller au magasin pour enfants et tu choisiras une petite amie qui te plaira. » La petite fille est d'accord. « Je peux l'appeler Célestine. Moi aussi j'avais une Célestine. Et mon papa était différent. » Et puis il est parti et il a emmené ma Célestine avec lui. Les nouveaux parents échangent à nouveau des regards effarés.
Esmé dit à son mari d'une voix calme. Elle n'arrête pas de dire ça. L'homme fait de son mieux pour rassurer sa femme. Cela arrive souvent aux jeunes enfants après un stress. C'est peut-être un fragment de souvenir. Mais il me semble qu'il s'agit d'un fantasme d'enfant. Le temps guérit toutes les blessures. Et nous n'avons qu'à attendre. Esmé expire. Je suis prête à attendre éternellement cette petite fille. L'homme ne répondit rien. Mais la lutte dans son âme ne s'apaisa pas. Le processus avait commencé dès qu'il avait vu l'enfant chez tante Floria. L'histoire que les femmes lui avaient racontée ressemblait à l'intrigue d'un film. Il n'avait aucune envie d'y croire. Noé lui-même était un citoyen respectueux de la loi, et soutenait l'intention de sa tante de signaler la découverte à la police. Mais sa femme s'oppose à cette décision. Noé, tu sais très bien que la police ne peut rien faire ici. Et qu'est-ce que tu proposes? Nous emmenons la jeune fille avec nous et, dès notre arrivée, nous signalons immédiatement la découverte. L'homme a jugé la proposition de sa femme plus rationnelle. Ils ont tout de même parlé à l'officier de police de l'enfant trouvé dans la forêt. Il s'est contenté de se prendre la tête. Seul, je ne peux rien faire. La fillette sera de toute façon envoyée dans un foyer social de la ville la plus proche. Vous pouvez bien sûr rédiger une déclaration. Mais imaginez les ennuis qui me tomberaient alors sur la tête. Ils restèrent encore 2 jours chez Floria, puis rentrèrent chez eux. La jeune fille s'est comportée calmement pendant tout le trajet. Et à certaines particularités de son comportement, le couple devina qu'elle était habituée au trajet en voiture. La petite fille répondait au nom de Céline, mais se souvenait constamment de Célestine. Si elle parle bien, c'est surtout par de courtes phrases dont le couple ne comprend guère le sens. Lorsque Raphaël apprend la découverte, il est choqué. Vous avez une idée de l'histoire dans laquelle vous allez vous embarquer? Et si cette fille avait des parents et qu'elle était perdue? Et vous pourriez être inculpé. Vous savez combien de temps vous risquez de passer, réalisant que son père devient sérieux? Esmé l'interrompt. Papa, je connais la loi. Et nous n'allons pas cacher que nous avons trouvé le bébé. Nous voulions juste te consulter, savoir où l'on s'adresse dans ce genre de cas. Cet aveu calma un peu l'homme. C'est une autre affaire alors. Nous devrions rédiger un rapport pour lancer la recherche des parents de l'enfant. Papa. Alors la fille sera emmenée. Eh bien, oui. C'est la procédure prévue par la loi. Esmé regarde son père d'un air suppliant. Papa. Mais tu m'as dit toi-même 100 fois que chaque loi a une petite liste d'exceptions. Esmé. À quoi pousses-tu ton père? Apparemment, Raphaël voulait s'indigner. Mais il le faisait mollement. Esmé avait appris à manipuler son père dès l'enfance. Et maintenant, elle mettait en œuvre son outil le plus puissant. Au nom du désir de sa fille bien-aimée. Bien sûr. Je peux demander à ce que la fille reste avec vous pendant que les recherches sont en cours. Papa, je t'en prie, demande-le. Imagine ce qui attend un jeune enfant dans un centre d'accueil social. D'accord? J'essaierai de faire quelque chose. Mais je ne promets rien. Sur le chemin du retour, après leur conversation avec leur père, Esmé avoue, je dois être cruel. Mais je ne veux pas que les vrais parents de cette fille soient retrouvés. Noé regarde son épouse. Tu es obsédée par l'idée de garder le bébé. Mais une fille n'est pas un jouet, une petite personne. Et pendant un instant, imaginez-vous à la place de sa mère ou de son père. Imaginez l'horreur qu'ils vivent en ce moment. Esmé a honte de ses désirs et ne s'exprime plus aussi franchement. Les recherches sont menées pendant 6 mois dans toute la région, mais elles n'aboutissent pas. Pendant tout ce temps, la fillette trouvée dans les bois vit dans leur maison, ne sachant rien nier. Le couple engagea une nourrice pour la petite fille, qui jouait avec elle toute la journée et lui lisait des histoires. Raphaël, lui, attendait avec impatience le dénouement de l'histoire. Il s'était attaché à la petite fille et souhaitait secrètement qu'elle reste dans la famille. Lorsqu'il apprend que personne n'a signalé la disparition de la fillette, et que ses parents ne s'intéressent probablement pas à son sort, il appelle immédiatement sa fille. Esmé, vous pouvez procéder aux démarches d'adoption. Tous les délais sont dépassés, et les parents de notre Céline ne se sont pas manifestés. Pendant un certain temps, Esmé a encore eu peur qu'un jour son bonheur soudain prenne fin. Elle sursaute à chaque coup de téléphone ou de sonnette. Mais les mois ont passé, les années ont passé, et personne n'est venu troubler la paix familiale. La fille adoptive grandit intelligemment,
faisant plaisir à ses parents par ses succès. La mémoire des enfants étant sélective, Céline ne se souvenait de presque rien de son passé. Parfois seulement, dans ses rêves, une belle femme s'approchait d'elle et lui caressait affectueusement la tête. Mais au fil du temps, cette femme est venue de moins en moins souvent. Le fait de travailler jusqu'à l'épuisement a sérieusement ébranlé la santé d'André. Sur l'insistance de sa femme, il se rendit régulièrement chez un médecin très réputé, dont il respecta scrupuleusement toutes les prescriptions. Mais le traitement systématique n'y fait rien et la dyspnée devient le compagnon de vie du jeune homme. Il prend soin de cacher à sa femme les crises d'indisposition, mais Héloïse est bien consciente de ses manigances. « André, tu essaies de me tromper pour rien. Je vois tout. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à moi, à tes enfants. Chérie, je ne pense qu'à toi. Et à mon âge, les petits problèmes de santé sont une version de la normalité. J'ai toujours été étonnée par le peu de cas que tu fais de ta santé. André, ta santé est dans l'intérêt de notre famille. S'il t'arrive quelque chose, comment vivrons-nous? As-tu pensé que ta maladie pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'avenir de nos garçons? Jérôme et Zola veulent aller à Cambridge. Ce n'est que là, pense-t-il, qu'ils pourront recevoir une bonne éducation. Sa femme avait déjà impressionné André par son cynisme. Mais elle n'était jamais allée aussi loin. Héloïse, tu es en train de me dire que je suis essentiellement un moyen pour toi d'assurer ta subsistance. Ai-je bien compris? La femme roula à nouveau des yeux de surprise. C'est exact. Et pourquoi êtes-vous surprise? L'attention particulière que vous me portez. Je pensais que vous m'aimiez. Bien sûr que oui. C'est un drôle d'amour que vous avez. D'accord, ne discutons pas de ça. Je vais voir le docteur Krantz demain. Tu n'as pas besoin d'aller le voir. J'ai déjà parlé au docteur et il m'a conseillé des vacances dans les Alpes. Il y a de nombreuses stations balnéaires de qualité et pas très chères. Nous pourrons y aller en famille. C'est bien. Comme tu l'as dit, c'est ce que nous ferons. André voulait mettre fin à cette conversation désagréable le plus rapidement possible. Il se dirigea vers son bureau. Héloïse, vous dînez sans moi. Je vais travailler un peu. Sa femme se contenta de le regarder avec mécontentement. Il l'entendait clairement marmonner. André s'est très vite adapté à l'Amérique. Au début, il était tenté par des souvenirs du passé, mais il les repoussait. Son travail l'y aide. Il a tout de suite joué un rôle actif et a rapidement été cité en exemple par les autres employés. Il y a eu une promotion, puis une autre. Il appelle ses parents en respectant scrupuleusement le calendrier, c'est-à-dire une fois par mois. Le plus dur est de leur cacher le sort d'Anaïs et de Célestine. Pendant un an, il a réussi à s'en sortir, en mentant désespérément que sa femme et sa fille rendaient visite à une bonne amie, ou qu'elles étaient en vacances sur la côte méditerranéenne. En leur nom, il envoie des vœux aux grands-parents, ment habilement sur les exploits de Célestine. Mais il y a une limite à tout. Et il est impossible de mentir indéfiniment. André comprend qu'il y aura un moment où il faudra dire toute la vérité. C'est alors qu'il réfléchit à un moyen de se sortir d'une situation difficile. Un jour, il appela lui-même ses parents et leur annonça tragiquement que sa femme et sa fille avaient été enlevées par des inconnus. Il était sincèrement inquiet et ses parents l'ont cru. Lui-même a cru à ses propres mensonges et a même eu le culot de signaler la disparition des membres de sa famille à l'ambassade. André a déclaré que sa femme et sa fille étaient venues le voir plus tard. Et personne n'a pris la peine de vérifier cette information. Il n'est pas difficile de deviner que les recherches n'ont mené à rien et que, sans grande difficulté, André a officiellement acquis le statut de célibataire. Il dispose d'un permis de séjour dans le pays d'accueil et songe déjà à s'y installer durablement. Une jolie brune, Héloïse, l'aide. Elle connaissait bien la langue et travaillait comme interprète pour leur service. Lorsqu'André commence à lui faire la cour, elle lui demande « Si tu veux juste t'amuser, tu perds ton temps. Je ne fais pas de commerce pour des broutilles. » Cette franchise surprend l'homme et il ment à nouveau avec assurance. Héloïse. J'ai les intentions les plus sérieuses. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point un homme seul se sent seul dans un pays étranger. La jeune fille est au courant de la tragédie familiale d'André et lui exprime sa sympathie. Oui, il est très difficile de perdre des personnes proches. Quand ma mère est morte,
j'ai cessé de distinguer les couleurs. Le monde entier me paraissait gris, j'ai cru que je ne m'en remettrais jamais. André lui raconte d'une voix triste ce qu'il a vécu. Tu sais, Héloïse, quand je ferme les yeux, je revois les visages de mes filles préférées. Elles me manquent tellement. Si je rencontrais quelqu'un qui osait me les enlever, je les enverrais de mes propres mains à l'autre bout du monde. Bien que la jeune fille ait été surprise par cet aveu, elle a dit « Je te comprends, je vous comprends. Je ne veux pas être indélicate. Mais je veux t'aider à oublier ton chagrin. » André ne comprend pas tout de suite de quelle aide parle l'interprète. Ce n'est qu'après une nuit d'orage avec elle qu'il comprend le sens de ses paroles. Il n'avait pas l'intention de se remarier, mais Héloïse commença à le presser. Elle le fait très gentiment. « André, si on apprend que tu me dragues, tu auras des ennuis. Il pourrait même te renvoyer pour ça. Et tu perdrais ton si bon travail. » Il a d'abord cru que la jeune fille plaisantait. « Héloïse, nous avions une relation consensuelle. N'est-ce pas ?» Elle le regarde d'un air de défi. « Et qui est au courant ? Je peux dire que vous avez obtenu ce que vous vouliez par la force. N'est-ce pas ? Je ne vois pas ce que vous essayez d'accomplir. Épouse-moi. » Héloïse le regardait encore dans les yeux. Et il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. La situation n'était pas facile, car si la menace du traducteur était mise à exécution, il risquait non seulement d'être expulsé du pays dans lequel il rêvait de s'installer, mais aussi d'être condamné à une véritable peine. Il pesa le pour et le contre en quelques secondes et adressa à la jeune fille un sourire crispé. « Je voulais te demander en mariage depuis longtemps. Tu m'as devancé. Vous êtes très indécise. Je trouve ce trait de caractère très attachant. » Héloïse se réjouit immédiatement. Après avoir officialisé leur relation, les jeunes mariés partent en voyage le jour même. André est depuis longtemps attiré par leur pays d'origine, mais sa nouvelle épouse s'y oppose catégoriquement. « André, ne te moque pas de moi. Je ne veux pas aller chez tes parents pour leur rendre visite. Cela ne m'intéresse pas. Si tu tiens tant à ce que je les rencontre, qu'ils viennent nous rendre visite eux-mêmes. » Mais le père et la mère d'André ne veulent même pas en entendre parler. Ils condamnent leur fils pour ce mariage précipité. Son père l'a même réprimandé une fois au téléphone. « Tu nous as vite oubliés. Mais c'est pardonnable. Ma mère et moi sommes déjà vieux. Mais toi, André, tu as oublié ta femme et ta fille, que tu aimais beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies la mémoire aussi courte. » Agacé, André tenta de mettre fin à cette conversation désagréable avec son père le plus rapidement possible. Par la suite, il téléphonera encore moins souvent à ses proches. Anaïs ne pensait pas du tout à ses parents. Il craignait leurs questions, mais n'éprouvait jamais de remords. Et après la naissance de ses fils, il s'est efforcé de ne plus penser à son ancienne vie. Au contraire, il était même heureux que son destin ait pris une telle tournure. « Oui, la santé m'a un peu lâché, mais ce n'est rien. Ça va s'arranger. Héloïse m'a donné une bonne idée. Des vacances dans les Alpes, c'est un conte de fées. Ce n'est pas un hasard si, autrefois, on y soignait des gens célèbres. Le seul inconvénient, c'est que je ne suis pas un bon skieur. » L'homme ouvrit inconsciemment le tiroir supérieur du bureau et commença à fouiller dans les documents pour une raison inconnue. Sous une pile de papier se trouvait une enveloppe jaunie. Il l'ouvrit d'une main tremblante et en sortit une photographie. Elle avait été prise par un collègue d'André lors d'un pique-nique en cet automne mémorable. Sa femme et sa fille le regardaient à travers la carte. Elle sourit joyeusement. Célestine portait un tailleur avec des lapins rigolos et une veste élégante. Anaïs et lui les avaient achetés la veille du pique-nique. Il se souvient que sa femme ne voulait pas que leur fille porte des vêtements neufs. Les pas insistants d'Héloïse se font entendre derrière la porte. « André, ça va ?» L'homme range rapidement l'enveloppe et ferme le tiroir. « Oui, ça va. Je vais travailler encore un peu. »« D'accord, j'ai compris. Mais n'oublie pas que tu dois prendre tes médicaments dans une demi-heure. Je m'en souviendrai, chérie. » Pour se distraire des pensées malheureuses qui s'éveillaient en lui à la vue de la vieille photo, l'homme se mit à étudier les documents contenus dans le dossier posé sur le bureau. André avait pris l'habitude de laisser tous les documents les plus importants sur le bureau. André avait beaucoup entendu parler des vacances dans les Alpes, mais il n'était jamais allé dans cet endroit magnifique. Les paysages pittoresques l'ont stupéfié et, les premiers jours,
Il s'est promené avec une caméra et a tout filmé, contrairement à sa femme, qui se déplaçait facilement à ski. Il n'aime pas ce type d'activité physique. Héloïse a habitué ses fils à skier eux aussi. Et ils sont partis sur les pistes dès le matin. Après 3 jours à la station, Héloïse demande à son mari, « André, pourquoi es-tu venu ici, pour respirer de l'air frais? Ce que je fais. Tu n'as pas honte devant les enfants? C'est quoi cette question idiote? Pourquoi aurais-je honte? Parce que tu es un lâche. Les garçons s'attendent à ce que tu montes avec eux et vous ferez la descente ensemble. Crois-moi, l'expérience sera extraordinaire. Tellement d'adrénaline que tu seras rechargé pendant des mois. Héloïse, tu vois bien que je suis nulle en ski. Mais non, tu n'as rien à faire. Le moniteur te montrera tout. Il faut juste que tu apprennes à garder l'équilibre. L'homme cède aux supplications de sa femme et accepte de descendre avec ses fils du point le plus haut de l'endroit où ils passent leurs vacances. Les garçons sont ravis et promettent de préparer leur père à relever le défi. Le fils aîné de Jérôme prend cet engagement à son compte. Pourquoi avons-nous besoin d'un moniteur? Papa, je vais tout te montrer moi-même. Le matin, le temps est ensoleillé, ce qui leur remonte le moral. Ils prennent la remontée mécanique jusqu'au sommet de la montagne, dont André ne se souvient plus du nom. Malgré l'heure matinale, il y avait beaucoup de monde. Mais il s'agissait surtout de personnes à l'allure sportive, impatientes d'entamer la descente abrupte. André se regarda le ventre et soupira lourdement. Mais il était trop tard pour reculer, et il suivit ses fils. Pendant près d'une demi-heure, Jérôme lui fait visiter les lieux et lui explique comment descendre correctement. Alors, père, tu as appris? Il semble que ce soit clair. Et là, au fur et à mesure de l'action, on verra. Allons au départ. André, sur l'insistance de son fils aîné, part en deuxième position, suivi de près par le cadet, Zola. Dès les premières secondes de la descente, il sent le courant d'air glacé lui brûler les voies respiratoires et il tousse. C'était une erreur fatale, car les skis se sont écartés de la piste et il a été entraîné dans la descente de manière irrépressible. Il s'agrippe instinctivement aux buissons et aux arbres qui passent. Mais l'inertie de la vitesse est telle qu'il continue à être emporté vers le bas. La dernière chose dont l'homme se souvient, c'est d'avoir basculé sur la tête. Puis il s'est évanoui. Il n'a pas voulu sortir de l'existence, car tout son corps a immédiatement commencé à le faire souffrir. André se trouvait dans la clinique du docteur Krantz depuis plusieurs mois. Au cours de sa malheureuse descente, il s'était blessé à la colonne vertébrale et avait subi de multiples fractures des membres. Le seul remède à la douleur extrême était le sommeil. Lorsque le docteur Krantz apparaît sur le seuil de la salle, André le supplie. Dit à l'infirmière de me faire une autre injection. Je n'en peux plus, le médecin le regarde d'un air critique. Le médecin le regarde d'un air critique. André ne devrait pas recevoir si souvent des injections de médicaments puissants. Pourquoi? Premièrement, cela peut entraîner une dépendance. Et deuxièmement, ces médicaments coûtent cher. Et alors? Dites-moi combien je dois payer, et ma femme paiera mon traitement. Krantz regarde à nouveau le patient. Mais il n'y a plus de jugement dans son regard, mais de la pitié. Hier, votre femme a demandé que le traitement soit raccourci autant que possible et que les médicaments coûteux soient supprimés. Ce n'est pas possible. J'ai expressément fait établir toutes mes factures sur elle pour payer son traitement. Je vous ai dit ce que je savais. Vous trouverez le reste avec votre conjoint. Je n'ai pas encore ajusté le plan. Peut-être avez-vous d'autres sources de financement, et pouvez-vous payer votre propre traitement? Non, je n'ai pas de telle source. Mais vous ne changez rien pour l'instant. Ma femme viendra, et nous trouverons une solution. Je pense que vous ne l'avez pas comprise. Après tout, nous avions un accord. L'homme se débat pour atteindre la table de nuit où se trouve son téléphone portable. Il commence à composer le numéro d'Héloïse. Mais celle-ci ne répond pas. Le docteur Krantz s'attendit encore un peu et quitta la chambre. Héloïse n'est réapparue que le lendemain, et André s'est immédiatement emporté contre sa femme. Où as-tu disparu? Et pourquoi changes-tu le traitement sans me consulter, André? Ne sois pas hystérique avec moi. Nous ne pouvons pas dépenser des sommes aussi colossales pour ton traitement. N'oublie pas que tu as 2 fils et qu'ils doivent recevoir une bonne éducation.
L'indignation d'André lui coupe le souffle. Et moi? Héloïse sourit affectueusement. Mais il y avait quelque chose de sinistre dans ce sourire. Nous avons pris soin de toi. Il y a une pension à la sortie de la ville pour les gens qui ont les mêmes problèmes. Vous y serez logé à peu de frais. Et les garçons et moi te rendrons visite de temps en temps. André s'écrie. Je ne veux pas aller dans ta pension. André, calme-toi. Tu n'as pas le choix. Avec le même sourire, Héloïse fait signe à André de s'en aller. Celui-ci se rend bien compte qu'il n'a vraiment pas d'autre issue. Et il n'avait pas d'argent non plus, car il avait bêtement confié toutes ses finances à sa femme. Le désespoir l'envahit, et il compose le numéro de son père. Il resta longtemps sans réponse à l'autre bout du fil, puis une voix inconnue lui demanda « Qui voulez-vous » Appelez Colomb. « Je suis son fils. » Il y a eu un grand cri dans le combiné. Puis la même voix a dit « Pas de Colomb. Il est mort il y a 6 mois. Pas de Colomb. Il est mort il y a 6 mois. » André est resté silencieux un moment, abasourdi par cette nouvelle. Puis a demandé d'une voix tremblante « Où est maman ? Je ne sais pas exactement. Mais on m'a dit que son fils aîné l'avait emmené. Je suis une voisine. Peut-être vous souvenez-vous de moi ? Je suis venue arroser les fleurs et puis la cloche a sonné. » André a pleuré pour la première fois de sa vie. Il ne fait plus attention à la douleur physique, car elle est écrasée par la douleur morale. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et maintenant, personne n'a besoin de moi. Une infirmière accourut à ses cris et lui fit une injection de sédatif. André s'endormit. Pendant son repos, ses pensées revinrent à la normale et il dit à voix haute, dans l'espoir de se remonter le moral. Non, il y a quand même un moyen de s'en sortir. Je vais rentrer chez moi. J'ai un appartement là-bas, je me débrouillerai. Il appelle l'ambassade et demande de l'aide. En l'espace de 2 semaines, André est rentré chez lui. Bien qu'il ne puisse pas se déplacer sans béquille, cela ne l'empêche pas de faire les projets les plus ambitieux pour l'avenir. Le domaine Ampère est en ébullition. Mais c'est Gisèle qui fait le plus de bruit. Malgré sa taille imposante et son âge vénérable, la femme monte et descend les escaliers avec maestria. Son regain d'activité physique la fait sourire, mais Anaïs s'efforce de ne pas déranger la mère de son mari. Gisèle, dis-tu, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ? Est-ce que c'est une façon de vivre ? J'ai toute la maison sur les bras. Sans moi, ils seraient tous tombés dans la boue depuis longtemps. Ou seraient morts de faim. Où est la trousse de secours ? La belle-fille interroge la belle-mère haletante. La trousse de secours est à sa place, c'est-à-dire dans la cuisine. Pourquoi en avez-vous besoin ? Vous ne vous sentez pas bien ? Non, Anaïs, je me sens bien, mais il faut que je me calme, sinon ma tension va remonter. Anaïs va chercher la trousse de secours, mais en chemin, elle rencontre son mari. Ampère, je t'en supplie, calme ta maman. Je ne comprends pas pourquoi elle est si inquiète, mais l'homme n'a pas le temps de répondre à cette question, car il est rattrapé par l'auteur de l'agitation elle-même. Comment puis-je être calme quand vous me laissez seule dans ce manoir ? Ampère rit. Mère, je ne vous reconnais pas. Nous partons en voyage presque tous les mois. Mais il n'y a jamais eu autant d'agitation. C'est vrai, parce qu'il n'y a jamais eu d'occasion comme celle-là non plus. Gisèle regarde son fils d'un air suppliant. Ampère, je n'aime pas ton idée d'anniversaire. J'ai un mauvais pressentiment. Maman, pour l'amour de Dieu, laisse tomber les superstitions. Notre partenariat est solide. Je ne peux dire qu'une chose. Qu'il soit jaloux. D'ailleurs, l'envie n'est pas un mauvais stimulant pour le développement. La vieille dame s'indigne. Je suis surprise de votre légèreté. Anaïs, au moins tu l'influencerais. Bien que vous essayiez de vous cacher de moi, je suis au courant de ces appels. C'est pourquoi je m'inquiète pour vous. Il y a tellement de cas de concurrents qui ont été enlevés par divers moyens. Vous savez, comme un accident de voiture ou quelque chose comme ça. Au moins, n'emmenez pas votre enfant avec vous. Laisse Célestine rester avec moi. Anaïs serre sa belle-mère dans ses bras. Gisèle, calme-toi. Je t'assure que tout ira bien, et que nous serons de retour dans une semaine. Et Célestine, elle l'a demandé. Nous ne l'avons pas forcée. Si vous arrivez à la convaincre, laissez-la rester et nous nous sentirons mieux. La vieille dame est touchée. Sa belle-fille et son fils ne la gâtant pas d'attention,
Elle ne voulait pas manquer l'occasion de vérifier leur attitude à son égard. Elle était particulièrement satisfaite des soins prodigués par sa belle-fille. Il y a 15 ans, elle s'était occupée d'Anaïs, l'avait ramenée à la vie, avait remplacé sa mère. Il est seulement dommage que sa mémoire ne soit pas totalement revenue à sa belle-fille. Ampère l'emmène chez différents médecins. On lui conseille de se contenter du résultat. Ils se réjouirent donc ensemble. Et après l'arrivée de Célestine, la vie changea radicalement pour le mieux. Se souvenant de sa petite fille, la vieille femme se dirigea résolument vers sa chambre. Elle entra sans frapper et dit : « Célestine, si tu t'en vas, je me sentirai très mal. » « Eh bien, qu'as-tu oublié là ?» La jeune fille regarde sa grand-mère avec surprise. « Grand-mère, comment peux-tu ne pas savoir que j'ai des amis là-bas ? Je leur ai promis de venir et de nous rencontrer. Et je ne suis pas une amie ?» La jeune fille se pend à son cou. « Tu es la meilleure amie qui soit, mais je vais te dire en toute confiance que j'y vais exprès. J'ai une affaire très sérieuse à régler. » La femme, intriguée, fixe sa petite fille. « Célestine, ne stresse pas ta grand-mère. Dis-moi ce que tu as en tête, je ne peux pas encore. Si je vous le dis, vous risquez de tout gâcher. » « Qu'est-ce que je risque de gâcher dans cette affaire ?» La jeune fille regarde la porte. « Je te dirai juste que c'est à propos de maman. » Gisèle prononce un mot lourd de sens. « Ah, tu dois toujours vouloir résoudre le mystère de sa vie passée. » Célestine est déçue. « Alors vous savez tout. Et vous vous taisez ? Je ne sais vraiment rien. » J'ai essayé de l'aider. Ampère a fait diverses recherches, mais en vain. Je ne pense donc pas que vous apprendrez quoi que ce soit de nouveau. Célestine jette à nouveau un coup d'œil à la porte. « Grand-mère, tu as vu la photo dans le pendentif de maman ? » « Bien sûr. Et je sais que c'est ta petite sœur disparue. Anaïs s'est souvenue qu'elle avait une fille et qu'elle s'appelait comme toi, Célestine. » Anaïs reconstitue peu à peu les événements de sa vie passée. Au début, le processus se situe au niveau de l'association. Mais après des séances d'hypnose avec un psychologue, elle a appris à extraire les faits de sa mémoire. Ampère est à ses côtés depuis 15 ans. Au début, lui-même ne pensait pas que la simple sympathie humaine se transformerait un jour en un fort sentiment d'affection. Ampère, avec sa timidité habituelle, lui demande de rester. Elle y consent. L'homme a un penchant pour le romantisme et avoue : « Anaïs, tu es mon amie, Anaïs, tu es mon talisman. Depuis que tu es entrée dans ma vie, tout a changé. Même les choses auxquelles je suis habituée, je les ressens différemment. » Elle fut heureuse d'entendre de telles paroles. Mais en même temps, les taches blanches dans sa mémoire ne s'apaisaient pas. « Ampère, mais tu ne me connais pas du tout. Je ne sais pas moi-même ce qui se trouve au-delà de l'horizon de l'absence de mémoire. Et si j'étais un criminel recherché par la police, il est peu probable que vous ayez appartenu à ce milieu. En revanche, vous aviez un lien certain avec la science. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? » L'homme hésite. « Je ne voulais pas vous le dire. Mais lorsque nous vous avons trouvé, et que vous étiez en très mauvais état, le compagnon de ma mère a recommandé un examen complet. Il n'aimait pas certains symptômes. Ampère, je m'en souviens très bien. Mais je ne t'ai pas parlé à l'époque des résultats, ce qui a beaucoup surpris les médecins. Je me demande pourquoi, par quelques bizarreries. En particulier, ils n'ont pas aimé l'analyse de sang. La formule n'était pas normale. J'ai été ambulancier moi-même, et je sais que de tels changements se produisent après une irradiation. C'est pourquoi j'ai pensé que vous aviez quelque chose à voir avec l'activité scientifique. » Cette nouvelle a été le point de départ qui a aidé la femme à se souvenir de certains détails de sa vie passée. Anaïs se souvient qu'elle a travaillé dans le laboratoire d'un institut de recherche. Or, il s'est avéré que cet institut n'existait plus. Elle s'est également souvenue de son mari qui l'avait quittée en cours de carrière. Elle n'a pas cherché à le retrouver. Elle ne pouvait pas pardonner cette trahison. Le retour au passé a été lent, et certains détails ne voulaient pas remonter à la surface. Le processus est très douloureux et Anaïs avoue un jour à son mari : « Ampère, j'ai peur de mon passé parce que je ne sais pas ce qui m'attend demain. J'ai même peur de dormir, car c'est la nuit que ma conscience me donne quelque chose de nouveau. » L'homme tente de rassurer sa femme. « Il faut que tu passes à aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à regarder en arrière, cela peut te rendre folle. Après tout, tu as une famille.
Nous t'aimons tout et nous sommes tout inquiets pour toi. Elle regarde son mari avec tendresse. Ampère, merci. Tu n'as pas idée de ce que tu as fait pour moi. Vous m'avez redonné espoir. Et ça n'a pas de prix. Ampère. Célestine et Anaïs voyagent dans la voiture avec un moral d'acier. Pendant tout le trajet, Ampère a parlé à sa femme et à sa fille de l'événement à venir. Nous avons élaboré le programme de l'anniversaire avec ma compagne. Après tout, 15 ans. C'est une date importante, et il faut fêter cet événement en grand. Qu'en pensez-vous? S'exclame Célestine avec enthousiasme. Papa, tu as raison. Il faut faire une grande fête. Satisfait des louanges de sa fille. L'homme d'affaires, non sans fierté, remarque. Oui, tout est réglé. D'ailleurs, Célestine, nous avons invité des artistes à la fête. Tu ne t'ennuieras donc pas. Tu auras même une copine avec laquelle tu pourras bavarder. Cette nouvelle intrigue Anaïs. Je me demande qui est cette jeune femme. Anaïs. Tu as dû oublier que je t'ai parlé de la fille de Noé. Céline étudie maintenant à l'Académie des Arts. On dit qu'elle a du talent, qu'elle est très douée. Elle est certes plus âgée que notre Célestine de 5-6 ans. Mais je pense que la différence d'âge n'est pas un obstacle à la compréhension mutuelle. La prédiction d'Ampère se réalise. Dès qu'Anaïs a vu Céline, elle s'est sentie magnétiquement attirée par elle. L'événement a lieu dans l'un des plus grands restaurants de la ville et les invités sont si nombreux qu'il est difficile de se frayer un chemin. La famille étant un peu en retard, les filles se sont rencontrées après la partie officielle de l'événement. Ampère n'a pas tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas chez sa femme. Anaïs regardait la fille d'Esmé et de Noé. Son comportement était contraire à l'étiquette. Aussi l'homme se pencha-t-il près de l'oreille de sa femme et lui demanda-t-il à voix basse. « Anaïs, qu'est-ce qu'il y a? Anaïs, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne portes pas ton visage. » La femme sort de sa stupeur et sourit péniblement. « Non, ce n'est rien, ça passera. C'est juste une obsession. » Pour se calmer, Anaïs s'est écartée de l'endroit où se tenait Esmé. La femme du compagnon de son mari observe également les filles. Elle est la première à demander à Anaïs. « C'est votre fille? » « Oui. »« Célestine. Notre joie et notre bonheur. J'ai entendu dire que votre fille faisait des progrès dans les arts. » Esmé regarde son interlocutrice et sourit. Céline n'a pas quitté son carnet de croquis et ses crayons depuis qu'elle est toute petite. Avec mon mari, nous avons décidé de l'envoyer dans une école des beaux-arts. Puis elle est allée d'elle-même à l'académie. Et notre fille n'a que 14 ans. Mais elle a déjà fait son choix. Elle veut devenir biologiste. J'ai moi-même travaillé dans ce domaine. Mais il s'est passé des choses différentes. Anaïs se tait, et Esmé passe un bras amical autour de ses épaules. Il vaut mieux ne pas se souvenir des moments désagréables. Mon mari et moi avons eu beaucoup de mauvais jours aussi. Mais Dieu nous a donné Céline et la vie a changé. Les femmes voulaient encore parler, mais le responsable de l'événement a invité tout le monde à entrer dans la salle de réception. Profitant de l'occasion, les jeunes filles se sont isolées et ont chuchoté à propos de quelque chose pendant un long moment. Le soir, alors qu'elle se prépare à aller se coucher, Célestine interroge sa mère. « Maman, est-ce que c'est vrai que chaque mère sent son enfant à distance? » « Oui. Par exemple, je suis toujours inquiète pour toi. » La fillette soupire. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Dis-moi, tu n'as rien ressenti de spécial ce soir? » Anaïs se sentit toute froide à l'intérieur, et Lampère, troublé, tenta d'arrêter sa fille d'un regard expressif. Mais il est trop tard. Célestine dit dans la foulée. Céline et moi communiquons depuis longtemps sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai accepté ce voyage. J'ai donc toutes les raisons de croire que Céline est ma sœur. C'est juste que ses parents le lui cachent. Anaïs se précipite vers la porte. Oh mon Dieu, je l'ai senti. N'est-ce pas? Ampère, dépêche-toi de me conduire auprès d'eux. L'homme regarde sa fille d'un air sévère. Célestine, tu ne peux pas attendre le matin? Tu te rends compte de l'effet que cette nouvelle peut avoir sur maman? La jeune fille regrette déjà ce qu'elle a fait. Mais les mots qui s'envolent ne peuvent être retirés. Elle sortit dans l'antichambre où Anaïs sanglotait et Ampère la consolait. Soudain, le téléphone sonne. L'homme d'affaires décroche le combiné. Il écouta un moment attentivement ce que lui disait son interlocuteur nocturne.
Puis il dit pensivement. Noé a appelé. Il a dit que nous devrions nous rencontrer demain. Anaïs s'arrêta de pleurer et regarda son mari d'un air interrogateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Remettons les choses sérieuses à demain. Tout ce que je peux dire, c'est que les enfants d'aujourd'hui ont quelque chose d'extraterrestre. C'est dommage qu'ils ne pensent pas toujours aux conséquences de leurs actes. André avait imaginé son retour à la maison très différemment. Il a eu du mal à entrer dans son appartement, qui avait été mis sous scellé pour non-paiement des factures d'électricité. Avec ses béquilles, il est allé voir ce qu'il devait. Mais lorsqu'on lui a annoncé le montant total de la dette, il s'est senti mal. Il a commencé à expliquer au superviseur. Vous voyez, j'ai dépensé plus d'argent que je n'en ai dépensé. Vous voyez, j'ai passé plus de 15 ans dans un autre pays. Celui-ci le regarde d'un air indifférent. Vous auriez dû rester là-bas. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? André montre ses béquilles. Compte tenu de votre situation, je peux vous proposer, en option, des paiements échelonnés. Au fond, la dette n'est pas très importante. Les paiements ont été réguliers au fil des ans. Ce n'est que l'année dernière qu'ils ont cessé. C'est mon père qui payait. Je lui envoyais de l'argent. Et l'année dernière, il est mort. D'accord, j'essaierai de rembourser dès que possible. Mais je peux vivre dans mon appartement. N'est-ce pas? Le directeur lève les yeux au ciel. Oui, bien sûr. Il suffit de faire un reçu. André était sûr de pouvoir trouver un emploi. Mais où qu'il se tourne, l'homme handicapé est regardé avec surprise. Nous ne pouvons rien vous proposer qui vous permette de travailler à plein temps. Malheureusement, tous les postes vacants impliquent un travail physique. Après 3 mois de recherche infructueuse, André a perdu son sang-froid. Il n'a pas d'argent pour acheter du pain et ne sait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Après les premières semaines d'échecs, il a commencé à appeler d'anciens amis et collègues. Mais personne ne voulait prêter à un homme sans emploi régulier. Un jour, il se promenait dans la rue avec ses béquilles, dépité. Il se sentait si mal qu'il avait une forte envie de boire. Poussé par ce désir, il s'approcha d'un magasin où l'on vendait des boissons. Un homme à l'allure intelligente le regarda d'un air méfiant, et lui tendit 50 €. Voilà. Mais ne me dérangez pas. André est surpris. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire un mot. L'homme jette un coup d'œil à la porte de la boutique. Puis à lui. Je connais votre public. Il vaut mieux vous donner de l'argent que de se faire tabasser. Vous vous faites souvent tabasser, une seule fois jusqu'à présent. Mais c'était très désagréable. Et j'en ai tiré une leçon pour la vie. André regarde l'étranger avec espoir. Écoute, mon pote, que dirais-tu d'un verre? Je ne suis pas un grand buveur. Mais la vie a été si dure que j'ai vraiment envie de me saouler. L'homme regarde autour de lui. En principe, ça ne me dérange pas. Mais où pouvons-nous nous asseoir? J'ai un 3 pieds sentier. Juste ici, juste à côté. L'étranger rougit même de joie. Je reviens tout de suite. Avec Onésime. Comme se présente la généreuse connaissance? Ils boivent toute la nuit. André, immédiatement éméché, ne remarque pas que son compagnon ne fait que poser son verre à l'eau et le reposer sur la table. Il raconte à Onésime ses conclusions, et celui-ci lui promet de l'aider à trouver l'argent. La nouvelle connaissance tint sa promesse. Il vint tous les jours et apporta toujours à boire et à manger. Un mois s'écoula ainsi. Un jour, Onésime ne vint pas seul, mais accompagné d'un grand homme. Onésime lui dit très affectueusement. Eh bien, André, il est temps de faire les comptes. Toi-même, tu as travaillé dans une structure commerciale, et au plus haut niveau, et tu dois savoir que rien n'est gratuit dans cette vie. André comprend que la situation ne tourne pas en sa faveur. C'est ce que souligne le grand homme, qui se pétrit démonstrativement les poings. Il supplie, Onésime, je te prie, en tant qu'être humain, d'attendre un peu. Tu sais que je n'ai plus d'argent maintenant, Onésime, et vous vendez quelque chose. Par exemple, vous pourriez obtenir une bonne somme pour votre appartement. Pourquoi avez-vous besoin d'un tel appartement seul? Tu seras bien dans un appartement d'une pièce. En plus, tu paieras tes arriérés de loyer. André écoute la voix d'Onésime et acquiesce. Pour rendre le client plus aimable, il sortit de son sac quelques documents, puis une bouteille. Toi, André, signe d'abord le document. Puis tu auras la boisson. Tout excité, André signa.
Après avoir signé le contrat, il est de nouveau inactif pendant quelques jours. Un coup persistant à la porte le ramène à la réalité. N'ayant toujours pas les idées claires, l'homme se déplace en béquille jusqu'à la porte. Sur le seuil se tiennent de parfaits inconnus. Un vieil homme le regarde d'un air narquois. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je vis ici. C'est mon appartement. » L'homme commence à lui mettre des papiers sous le nez. « Non, c'est déjà mon appartement. » « Et vous ? Sortez d'ici si vous ne voulez pas que j'appelle la police. » Ces hommes n'ont même pas laissé André faire ses valises. Cet oncle actif l'a poussé vers la sortie, au mépris de son handicap. Alors qu'il se remettait de ce revirement inattendu, la femme du nouveau locataire a poussé ses affaires à la porte. André a crié dans toute l'entrée, « Mais c'est mon appartement. » La tante jette un coup d'œil derrière la porte, va crier ailleurs. Au début, André espérait encore rencontrer Onésime pour entamer le processus de vente de l'appartement dans la direction opposée. Il connaissait assez bien les lois et savait qu'une telle option lui était offerte. D'autant plus que le croque-mitaine ne lui avait jamais donné la totalité de la somme. Pendant des jours, il attendit devant la boutique où il avait rencontré Onésime. Mais il n'avait aucun signe de lui. Il avait rencontré son ancienne connaissance par hasard dans le parc. Onésime, malvoyant, ne l'a pas remarqué tout de suite. S'appuyant sur une béquille, André le soulève du sol. « Où est mon argent ?» L'homme hurle. « Quel argent ? Tout est prévu par la loi. Je t'ai nourri, j'ai payé ta dette communale. Tout cela dans les règles. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Lâche-moi ou je hurle. » André jeta Onésime sur le banc avec force. C'est la période la plus noire de sa vie. André dort dans les gares et les parcs. Et la faim le pousse à mendier. Il apprit avec amertume que même parmi les vagabonds sans abri, il y avait une lutte constante pour une place au soleil. Il a été battu plusieurs fois par des sans-abri pour s'être infiltré sur leur territoire sans rien demander. Une fois, ils l'ont fait très mal. Ils lui ont même pris ses béquilles. L'homme a été ramassé dans la rue par des passants. Ils ont appelé une ambulance et il a été transporté à l'hôpital. André ne voulait pas penser à la façon dont il allait vivre sa vie. Il avait déjà tout décidé et, pour se préparer à l'inévitable, il se répétait mentalement, « Quand je sortirai de l'hôpital, je finirai tout. Je n'ai plus d'autres options. » En effet, il n'y avait pas de solution adaptée pour cet homme handicapé de 45 ans. Il n'a pas trouvé d'emploi, il a perdu sa seule maison. Heureusement, l'hôpital lui a fourni de vieilles béquilles. Le précieux cadeau lui a été apporté dans sa chambre la veille de sa sortie par une infirmière. « Tenez, prenez-le. On vous l'a donné pour l'éternité. » L'homme sourit. Rien n'est éternel sur cette terre. Célestine et Céline étaient loin de discuter de sujets philosophiques. Lorsque toutes les circonstances du passé ont été révélées, les filles ont d'abord été choquées. Leurs parents sont dans le même état d'esprit. Esmée a même eu une crise cardiaque. Elle pleurait et répétait sans cesse. « Ils vont nous enlever Céline maintenant. » Noé a rassuré sa femme. Ils ne l'emmèneront pas, parce que Céline est une adulte et qu'elle a le droit de choisir avec qui elle veut vivre. Mais la petite fille voulait rester avec ceux qui l'ont élevée. « Anaïs, je veux dire maman. Tu me pardonneras. Mais je ne peux pas quitter mes parents. Ne m'en veux pas. Je suis contente d'avoir deux mamans maintenant. Et les deux sont vraies. Et c'est super d'avoir une petite sœur. » Anaïs est impressionnée. Mais elle essaie de rester calme. Elle se rend compte qu'après toutes ces années, il est impossible de changer quoi que ce soit. Avec des yeux pleins d'amour, elle regarde les filles, qui se ressemblent beaucoup. Deux filles. Deux Célestines. Esmée pleure de la même façon. Quand nous l'avons trouvée dans les bois, nous avons commencé à lui demander son nom. Elle disait toujours quelque chose d'incompréhensible. Grand-mère Floria et moi pensions qu'elle s'appelait Céline. Il s'avère que c'est Célestine. Mon ex-mari appelait tout le temps ma fille Célestine, parce qu'elle n'était qu'une petite fille. La plus âgée des filles s'enquiert. « Vous n'avez pas, je veux dire vous maman, essayé de le retrouver ?» Céline regrette aussitôt d'avoir posé une telle question. Car il y avait une horreur muette dans les yeux d'Anaïs. « Non, je ne veux même pas penser à cet homme. Sans son acte ignoble, il ne nous serait rien arrivé. » Esmée murmure. « Mais je n'aurais pas retrouvé ma Céline à ce moment-là. » Les jeunes filles se promènent dans la ville du soir.
Céline charge Célestine de capturer la ville du soir sur une toile. Tu ne peux pas imaginer à quel point la rivière est fantastique quand les lumières de la ville du soir glissent sur sa surface. Ce thème me trotte dans la tête depuis longtemps. Mais je n'ai jamais pu trouver de temps libre. Maintenant, toi et moi, nous allons choisir un bon endroit, s'écrie Célestine. Céline, attends, c'est moi ou il y a vraiment un homme sur le pont? Les artistes jettent leurs chevalets à terre et courent vers le pont. Célestine s'écrie. Tonton. Non. L'homme regarde dans leur direction. Puis tente de jeter son corps par-dessus le parapet. Il était très pressé, et par un mouvement maladroit, un pan de sa cape s'accrocha à la balustrade, et quelque chose de clair et de rectangulaire sortit de sa poche. À ce moment-là, les jeunes filles venaient d'arriver. Elles saisirent l'homme maigre de part et d'autre et commencèrent à le mettre à l'abri. Célestine, sous le coup de l'émotion, s'écrie. Mon oncle, tu n'as pas honte. Tu n'as pas le droit de faire ça. Céline est moins émotive. Dit. Peut-être que ma sœur et moi, on peut t'aider à faire quelque chose. Tu as de la famille? Appelons-les. L'homme secoue la tête. Désespéré. Non, mes proches. Il désigna d'un signe de tête les béquilles qui restaient debout près de la clôture. Célestine lui tend un moyen de transport. Vous n'auriez pas dû me sauver, les filles. Je n'en suis pas digne. Ma place est en enfer. Célestine remarque soudain un carré lumineux. Oh, cette photo, elle tend la photo à André. L'homme serre la carte contre sa poitrine. Merci ma fille. C'est tout ce qui me reste d'une vie heureuse. Qui aurait pensé ce jour-là qu'elle se terminerait si vite? Voici ma femme et la fille de Célestine. André tend la photo à l'aînée. Et les yeux de l'aînée se troublent aussitôt. Elle prend la photo avec des mains tremblantes et reconnaît immédiatement le costume avec les lapins ridicules. La mère d'Esmé l'a toujours gardé dans sa boîte à chaussures. La veste claire s'y trouve également. Céline regarde l'homme impuissant avec horreur et son cœur se déchire. C'est moi. Vous êtes donc mon père. Célestine regarde la scène d'un œil médusé. Exactement comme dans un film indien. Lorsque les filles font entrer dans la maison un infirme en béquille, Esmé est tétanisée. Céline? Qui est-ce? La jeune fille s'est déjà un peu remise du choc. Maman Esmé, ne t'inquiète pas, et ne dis rien à Anaïs. C'est mon père biologique. Il se trouve que Célestine et moi l'avons sauvé. Il était sur le point de sauter d'un pont. La femme regarde sa grande fille avec étonnement. Céline. Mais cet homme. Céline l'interrompt fermement. Maman, je t'en prie, ne dis rien, je sais tout. Oui. Il n'est peut-être pas digne de pitié, mais on ne peut pas priver l'homme le plus déchu de son dernier espoir. Esmé ne peut se lever de son siège. Céline la serre dans ses bras. Maman, ne t'inquiète pas. Célestine et moi avons déjà convenu que son père l'aiderait à s'installer dans la vie et à trouver un travail. Célestine fait du bon travail en général. C'est elle qui est allée sur les réseaux sociaux et qui m'a trouvé. La détermination de Céline à aider son père biologique n'a jamais faibli. Avec le soutien de sa famille et les encouragements affectueux de sa mère Esmé, ils ont donné à André une chance de changer de vie. Célestine, une jeune artiste dotée d'un profond sens de l'empathie, a capturé l'essence de cette transformation dans ses peintures. Elle a utilisé son art pour raconter comment une personne brise et retrouve l'espoir et une chance de repartir à zéro. Son talent et les liens familiaux qu'elle a retrouvés lui ont permis d'inspirer d'autres personnes par son art. Au fil du temps, André a reconstruit les ponts brûlés et expié ses erreurs passées. Esmé et Céline l'ont aidé à trouver la force d'affronter ses démons, de faire la paix avec le passé et d'avancer vers un avenir meilleur. Céline a continué à chérir ses deux mères, Anaïs et Esmé. Son lien avec Célestine est resté indéfectible. Et elles ont utilisé leurs expériences uniques pour promouvoir la compassion et la compréhension, prouvant que même dans les circonstances les plus sombres, il est possible de trouver des opportunités de guérison et de renouveau. L'histoire de cette famille témoigne du pouvoir du pardon, des secondes chances et de l'amour qui peut réparer les âmes les plus brisées. Elle a rappelé à tous que ce ne sont pas nos erreurs passées qui nous définissent, mais notre capacité à changer et à grandir.